Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec Fabien. Fabien, ça va? Salut Rome, bonjour Et les auditeurs, uniquement les auditrices. Fabien, c'est un podcast Intime, au coin du feu. voilà, c'est un podcast psychanalytique. On va allonger Fabien sur le divan. Ah, Et puis on va revenir sur un jeu, une aventure intellectuelle, un projet développé jusqu'à son terme. Il s'agit de Monostatos. Fabien, c'est toi qui... Ce qui fait qu'avec ce podcast, Monostatos devient le jeu dont on a le plus parlé sur la cellule après Sens. Puisque c'est quand même le 3e podcast qu'on lui consacre, me semble-t-il. Alors voilà, en introduction, je voulais dire en fait qu'à l'origine, sur le podcast de la cellule, j'espérais que d'autres jeux que Sens en fait viennent enrichir le podcast en termes d'émissions régulières. C'est-à-dire j'avais envie de faire Sens numéro 1, Sens numéro 2, mais j'avais aussi envie de proposer des émissions, par exemple sur Monostatos, et uniquement sur Monostatos, et dit bah voilà, premier épisode de Monostatos, etc. etc. Et tu l'as ici d'ailleurs oui, absolument, il est dans le... Je vais aller le chercher, vas-y. Ouais, si tu veux. Et j'avais vraiment envie de proposer comme ça des émissions sur des jeux de rôle qui ne soient pas uniquement les miens. Et il est sur la 2e étagère, voilà, il fait partie des petits formats. Voilà. J'ai une étagère dans laquelle j'ai des formats A4, couverture cartonnée. Enfin, Voilà. c'est pas tout à fait du A4, mais voilà, des grands formats couverture cartonnée. Puis j'ai les A5 sur une 2e partie de l'étagère et les John Doe. Voilà. Donc bref, tout ça, toujours est-il que j'avais envie comme ça de proposer des émissions aussi sur plus régulières sur par exemple l'univers de Monostatos, que Fabien nous parle par exemple des régions podentines et uniquement de celle-là. C'est vrai que... C'est voilà. Alors et puis je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça Ouais. pour toi. J'avais pas eu l'impression que tu en aies eu spécialement envie finalement. C'était pas spécialement motivé. C'est-à-dire que... oui et non. C'est vrai que c'est séduisant les podcasts, tu vois, sur Sens, parce que en tant que créateur, tu as toujours plein de choses que tu aurais eu envie de dire et que tu n'as pas développé pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir, je pense. Et que donc tu pourras avoir envie de dire, voilà, tu reviens dessus, tu expliques ce que tu voulais mettre dedans, tu réfléchis avec d'autres personnes. Et donc, ce qui est quand même le but, moi, de mes jeux au départ, hein, ce qui est de rencontrer des gens et de pouvoir entrer en dialogue. Et donc aussi de pouvoir en apprendre sur eux, sur ce qu'ils ont vu, comment ils ont interprété les choses. Ouais. En même temps, oui, et puis bon, c'est séduisant aussi parce que ben voilà, ça fait parler de ton jeu, tu vois. Oui, Clairement, je pense que Sens bénéficie, une grande partie de la communauté autour de Sens provient des podcasts. Si évidemment, ouais, bien sûr. Et en même temps, il y a aussi un peu, comment dire, je suis pas marié à Monostatos, tu vois. Pas de la même manière que tu es marié à Sens ou que, enfin, certains auteurs qui vivent leur jeu comme ça pendant tellement longtemps. C'est pas mon cas. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur Monostatos après, tu vois, C'est cool. d'en rediscuter après une prise de recul et après bien 3 ans où j'ai plus réfléchi au projet, si tu veux. Pour moi, il est fini avec ses défauts, avec ses qualités, avec ce que j'en ai appris. Alors moi, l'idée de ces podcasts sur Monostatos, c'était pas forcément... mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'était pas forcément de montrer en quoi tu étais marié, entre guillemets, à Monostatos, plutôt que de justement chercher à développer peut-être certaines parties du jeu, à expliquer, à faire un commentaire en fait d'auteur composé je pense du que ce que je regrette... Parce que j'ai fait des podcasts sur le Val aussi, hein, à titre personnel. Et ce que je regrette sur Monostatos, c'est sans doute que... j'ai mis plein de choses à interpréter, si tu veux, plein de sous-entendus. Alors, peut-être pas des secrets aussi forts que dans ce sens, mais sans doute beaucoup de choses qui auraient mérité d'être discutées et que ces discussions n'ont jamais eu lieu. D'accord. Sans doute pas ma faute, hein, je veux dire, sans doute parce que sur d'autres choix que j'ai fait pour le jeu qui sont entrés en contradiction avec ça, mais que donc ces discussions n'ont jamais eu lieu, tu vois. D'accord. Ça serait ton premier regret sur Monostatos, ce serait de dire j'avais mis dans ce jeu des choses
qui n'ont jamais été relevés par mes lecteurs, Ou qui sont et seulement... sans doute par ma faute. Enfin, ou en tout cas que mon système peut-être n'a pas permis d'explorer ces choses. ou seulement qui sont restés dans la tête peut-être des gens qui l'ont lu, tu vois, sans Hmm. que ça permette de créer un dialogue. Alors, Et justement, est-ce que ce serait pas l'objet d'un super podcast, ça, de revenir sur là-dessus. certaines choses? Ouais, peut-être. Alors le problème, c'est que le sujet qu'on s'est donné, qui est de revenir sur Monostatos, c'est quand même hyper vaste. Tout à fait. Et tu sais que j'aime bien faire des plans. Eh bien, oui. Est-ce que je te propose qu'on commence par de discuter un peu de la genèse du projet. Comment Ouais, ça m'est ça venu. c'est cool. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc j'ai commencé à travailler sur Monostatos précisément en octobre 2008. Je me souviens très 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 bien. C'était autour du 10 octobre 2008 où j'ai créé le fichier sur mon ordinateur, puis j'ai commencé à rassembler des idées. Comment j'en suis arrivé là? Jusque-là, je n'avais pas écrit de jeu de rôle parce que j'avais vraiment le sentiment que je n'avais rien à dire et que si j'avais écrit un jeu de rôle, j'aurais simplement ajouté à plein d'œuvres qui me semblaient négligeables, qui me semblaient pas utiles d'une certaine manière. Et donc, je m'étais fait la promesse que je n'écrirais pas de jeu de rôle tant que j'aurais pas la sensation que ça ferait vraiment avancer les choses, tu vois. Donc, ce que je faisais beaucoup, j'écrivais beaucoup des scénarios, et en même temps, c'était aussi une époque où, donc, on va dire, entre 2007, puisque je me suis remis à écrire du jeu de rôle, en 2006, puisque je me suis remis à écrire et à faire du jeu de rôle à partir du moment où je suis entré en école de commerce et que j'ai fini la prépa. D'accord. Donc, puisque la prépa est enfin, des études assez difficiles, alors que l'école de commerce te laisse beaucoup plus de temps. Puis il y avait un club de jeux de rôle dans mon école de commerce. Et en fait, dans cette période entre grosso modo 2006 et 2008, j'ai écrit plein de scénarios. De scénarios pour L5R, pour Cthulhu Tech, pour Warhammer, peut-être pas pour Vampire, pour L5R, j'en ai vraiment écrit des kilomètres. Pour le DK System aussi, j'avais écrit des trucs pour Plague DK, pour que ceux qui s'en souviennent, ou comment ça s'appelait, Mantel d'Acier. Mantel d'Acier était tellement génial. C'était une époque où je lisais beaucoup des trucs John Doe. Et j'avais un peu, et John Doe me permettait un peu de réfléchir au fait que je sentais qu'il y avait des limites dans le jeu de rôle. Tu vois, déjà, où je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'arrivais pas vraiment à le formuler. Enfin, j'étais déjà en train de me dire, il faudrait repenser un peu les manières dont on joue, repenser la manière dont on pense le scénario. Donc, j'avais pensé des scénarios qui évitaient justement des choses comme le fameux truc impossible, hein, le petit déjeuner, c'est-à-dire ouais. le fait que les personnages ne soient jamais vraiment les héros de l'histoire. Donc, j'avais trouvé d'autres manières de... Ne les cherchez pas, je les ai fait disparaître d'Internet parce que c'est des travaux qui sont bons, enfin, voilà, qui ont eu leur temps et puis que j'assume pas plus nécessairement aujourd'hui. Et en fait, comment j'ai basculé? J'ai basculé parce que je suis allé donc j'habitais à Paris en septembre 2008. Il y a eu le Monde du Jeu 2008. Et au Monde du Jeu 2008, je suis allé acheter le DK carré. Parce que j'étais déjà fan de John Doe. Et j'ai commencé à lire DK carré. Je me suis dit, c'est cool. Ce serait cool de m'imaginer un univers qui aille avec ça, quoi. Et en fait, j'ai travaillé sur des idées d'univers, parce que ça faisait longtemps que ça faisait bien depuis 2003 que j'écrivais plein de trucs pour me nourrir, réfléchir autour d'un univers dans le désert, avec des personnages qui marchaient. Beaucoup des personnages qui marchaient dans le désert, où il arrivait plein de trucs, qui rencontraient déjà des espèces d'éléments qui préexistaient à Monostatos. Et puis, petit à petit, je me suis dit, alors j'ai changé. Puisque le DK carré me propose de changer, je vais le changer. Puis, au bout d'un moment, j'ai tellement changé que je me suis dit, c'est plus le DK carré, quoi, c'est un autre système. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai créé des personnages, et au bout d'un moment, c'est devenu un projet de jeu de rôle à part entière. Ouais. Et il y a plein d'éléments de l'univers. Est-ce que tu te souviens des règles que tu as changées, et au moment où tu as changé ces règles-là, tu t'es dit, là, je ne joue plus au DK System? Ouais. Est-ce que tu te souviens précisément de quelles étaient ces règles? Oui, parce que... Alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai pas testé, contrairement aux conseils que je donne maintenant systématiquement, j'ai pas testé le jeu avant 1 an. J'ai mis 1 an avant de
Et en fait, c'est quand je suis allé voir. Je me souviens, à un moment, c'était un an après. On s'est rencontrés au Monde du Jeu 2009. Où tu m'as D'accord, fait ouais. jouer à Sens et j'ai eu cette partie vertigineuse. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer d'aller trouver d'autres gens pour parler de mon travail. Et je me suis dit, allez, je vais l'envoyer sur 2 forums différents. Ah bon, je l'envoie sur Silent Drift parce qu'on en a dit du bien, mais j'en espère pas grand-chose. Puis je vais l'envoyer aussi sur Casus No. Il y a plein de gens qui me répondront. Et comme on peut se l'imaginer, c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire, j'ai pas eu beaucoup de réponses, me semble-t-il, sur Casus No, et inversement sur Silent Drift, voilà. Enfin, ça a envoyé plein de trucs. Et notamment, Christophe m'a poussé, alors que j'avais jamais rencontré, m'a poussé en disant, mais il faut que tu testes ton jeu. On peut pas discuter de ton jeu tant que tu l'auras pas testé. Et là, bah oui, c'est évident. Enfin, Ouais. mon jeu ne peut exister que si on le teste. Et donc, ça faisait déjà, enfin, à ce moment-là, ça faisait déjà un moment où je m'étais dit, bon, je suis plus sur le DK, le DK système, si tu veux. D'accord. Et là, en janvier 2010, j'ai fait mes premières parties avec des copains à Paris. Euh, dont je me souviens très très bien. C'était des parties dans lesquelles ils étaient déjà Omphalos, et puis j'avais déjà prévu toute une campagne et je les forçais. Enfin, c'était très traditionnel par beaucoup d'aspects. Je les forçais à absorber du sang de Dieu et puis qui était planqué sous Omphalos. Est-ce qu'il faut qu'on parle de Monostatos? En fait, j'y pense, mais peut-être que les auditeurs ne savent même pas du tout de quel est le jeu. S'ils veulent en savoir plus sur le jeu, je les invite à écouter les podcasts consacrés à Monostatos, D'accord. à la fois à travers les one-shots qu'on en a fait. On n'a pas fait de playtest, mais on a fait un avant la sortie. On avait fait un podcast Ouais. sur Monostatos avant Si, la on avait sortie. fait il me semble On a fait un playtest, un Ah, playtest. Je suis pas sûr. On a fait un one-shot. Ou alors on a fait uniquement un il me playtest. semble qu'on a fait un podcast. Ah, c'est même plus ce qu'on fait. C'est vrai. Il y a tellement de podcasts. Mais- Mais voilà. Mais en tout cas, Et j'invite puis les bon, il y a auditeurs. pas mal de Je pense- descriptions sur mon site. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent la série, Ok. qui savent qui est Fabien Ok. Vine, qui sont renseignés un Oui, minimum. enfin, ils viendront écouter le podcast. Dans ce Voilà, sens-là. et puis Ok. si on a à parler de l'univers, on en parlera. Hmm. Phalos, donc c'est juste la cité principale. Voilà, c'est la capitale, la capitale de de laquelle l'univers. rayonne physiquement Monostatos. Monostatos. C'est là qu'il a planté sa lance, Dans, symbole dans les cadavres des dieux. de sa victoire sur les anciens dieux C'est ça. du désert. C'est un univers de ouf. Et On en parlera. ouais, et donc c'est à partir et puis ensuite on s'est rencontrés vers mars 2000, enfin on s'est vu une deuxième fois physiquement vers mars 2010, il me Ouais. semble. Et puis ensuite après je l'ai retesté en juin 2010 avec Fred et Christophe qui étaient venus ici, et avec Flavie on avait fait ça en haut dans le bureau ésotérique. Ouais. Et puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui changeait. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit non, mais laisse tomber les compétences. Puis, non, il a tort. Puis, oui, d'accord. Puis ensuite, enfin bon. Et j'ai quand même eu 4 ans de développement assez poussé, à faire des allers-retours dans plein de systèmes différents qui jamais ne me convenaient. J'étais jamais très satisfait. Et en plus, bon, Monostatos a souffert du fait que ça a été un peu mon laboratoire d'expérimentation, quoi. C'est-à-dire c'est que vrai. chaque fois, je disais, ah ouais, on peut faire un truc sans MJ, ah ouais, on peut faire des trucs sans D, ah ouais, on peut faire. Et puis au bout d'un moment, bon, je me suis dit, enfin, si tu veux, la fatigue a fait que je me suis arrêté à un certain système avec quand même pas mal de défauts. Et qu'à partir du moment où j'ai dit bon voilà, il est fini, et puis j'ai plus d'énergie pour ce jeu, il faut que je passe à autre chose. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs ça se sent, Ça se sent. dans le podcast qu'on avait fait, parce que je me souviens que je déteste. Ouais, Mais très souvent quand j'ai fini un jeu, je le déteste. T'as une vision déjà très conflictuelle avec tes jeux, mais particulièrement avec Monostatos, de sur par le fait que justement il a été ton laboratoire d'expérimentation et que tu vois toutes et qu'il y a les eu énormément de toutes les frustration. failles. Tu vois aussi tout ce qu'il aurait pu être, puisque tu l'as testé. Donc du coup, c'est assez amusant. Mais donc au départ, c'était pensé comme un jeu traditionnel. Absolument. Avec un MJ, avec des scénarios. D'ailleurs, je me souviens à Poitiers, j'avais fait tester comme ça. C'était intéressant, mais bon. Et ça te dirait pas, avec le recul maintenant, de revisiter cet univers et de... Non. Alors, non, plus du tout. Par exemple, pourquoi pas d'en refaire un système pour revenir à Monostatos, te dire tiens, alors je pense que Monostatos 2 quelque part. je pense que le système auquel je suis arrivé est
enfin, est d'une certaine manière, est le meilleur auquel je pouvais arriver. Avec cet univers-là, Hmm, est-ce que cet univers a rendu tout ce qu'il avait dans Non. le bide? Moi, je crois qu'il en a sous le capot, cet univers-là. ouais, Mais je comprends parfaitement que tu puisses en être lassé, hein. ouais. Et en fait, Si tu veux, d'une certaine manière, Vas-y, ma, je t'en ma prie. réponse à ça, c'est de dire que oui, je reviendrai aux thématiques de Monostatos si Oui, tu veux. mais à travers peut-être. Mais d'autres différemment, tu vois. Les ruines, tu vois, par exemple, dans Monostatos, c'est un univers dans lequel on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a plein de ruines, qu'il y a plein de civilisations qui sont venues avant, qui ont été détruites par le culte, qui ont, enfin, de plein de façons différentes. Ouais. Et puis, tu vois bien que mon jeu, enfin, Ton futur projet. mon est-ce que jeu tu veux en suivant, parler c'est ou pas? Sphinx, quoi. Sphinx, ouais, d'accord, ok. Tu Ok, vois. je pensais que tu pensais à autre Ah, chose. au langage de Babel. Encore, oui, qui est encore un pourra- autre projet on pourra dans en lequel on parler. explorera peut-être aussi C'est encore quelques différent, ruines, mais quelques zones, quelques Le lieux. langage de Babel, mais bon, déjà Mystique. Sphinx, c'est, tu peux appliquer dans une certaine mesure Sphinx À Monostatos. à l'univers de Monostatos, même si c'est pas un Ah, hack c'est que- marrant, que ça, je j'avais pensé à faire conseillerais. ça. Mais oui, c'est le même. Et puis si tu veux, c'est les mêmes thématiques. D'une certaine manière, dans Monostatos, j'ai mis toutes les thématiques qui m'habitent, mais j'en ai exploré qu'une seule, qui est celle de la rébellion. Ouais. Et de ce point de vue-là, je crois que je pouvais. Enfin, mon système est un système pour faire justement de la rébellion, et je pouvais pas faire mieux. Epic Rébellion. Epic Rébellion, ouais, Je c'est dirais ça. Epic Rébellion. Epic Rébellion. Si tu veux, le système. Alors, maintenant, dans un deuxième temps, on va peut-être parler du système et de ses forces, de ses limites, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Cool. Je crois que enfin, ce dont je suis content dans Monostatos, et pourquoi, parmi tous les systèmes que j'ai explorés, parce que j'ai bien dû faire 8, peut-être 15 si on compte toutes les sous-variations, systèmes différents, quoi. Ce qui est quand même vraiment énorme. Ouais, je suis d'accord. hein. Et pourquoi parmi tous ces systèmes, c'est sur celui-ci que je suis arrêté? Parce qu'il y a vraiment un effet, il y a un vrai vide fertile en fait dans ce système. Tu vois, il y a un vrai vide fertile qui est, tu lances acquérir des dés donc acquérir des points de puissance te demande beaucoup d'efforts parce que ça demande des efforts de création. Et tu les lances et grosso modo, enfin, il faut faire un 4+ pour qu'ils aient effet. Donc t'as souvent des gens qui tapent du poing sur la table, qui sont là, qui gueulent, il y a de la frustration et en même temps quand ça passe, il y a, ouais, trop fort. Enfin, tu vois, ce moment vraiment de ce plaisir qui rend un combat de rébellion, tu vois, qui existe aussi d'une certaine manière. Moi, j'ai tendance à comparer très souvent Monostatos à God of War, en fait. Possiblement, j'ai jamais joué. C'est côté. Alors pour les bons et les mauvais côtés, j'ai l'impression aussi, mais on va pas. Il y a des très très mauvais côtés dans God of War, des trucs qui seraient rédhibitoires pour un Fabien. Ça, je peux te le Mais dire. on va en parler sur les histoires de féminisme dans Monostatos, on va en reparler. Terminons sur. Cool. Putain, la vache, cool. Il y a plein de trucs qu'on va aborder, c'est super. Terminons sur le système. Donc ça, c'est vraiment cool, si tu veux. Et ça, vraiment. Alors pour revenir sur le vide fertile, donc parce qu'on en parle assez souvent, le vide fertile, c'est une dynamique sociale qui se crée autour de la table vis-à-vis des règles, qui est entretenu par les règles, par un espèce de grand cercle. En fait, les règles sont plus ou moins bouclées, ou en tout cas s'auto-entretiennent. Et il y a une dynamique qui est invisible à la lecture des règles. Ouais. Si tu veux, quand tu lis les règles de Monostatos, tu ne peux pas t'imaginer que ça crée ce côté, ouais, enfin ce sentiment parfois de frustration, mais aussi parfois de jouissance pure quand tu obtiens. Et donc, pourquoi ce concept de vide fertile est important? Parce que justement, ça renvoie à ce qu'on dit tout le temps, qu'il faut tester les règles, que tu ne peux pas voir la vraie portée d'un jeu tant que tu ne l'as pas testé. Juste en les lisant, ça n'a pas de sens. Et ça va même plus loin, parce que je prétends aussi que le vide fertile te mène à des endroits où, enfin, t'élève d'une certaine manière, te mène à des endroits où tu ne penserais pas aller. Il y a des discussions en philosophie analytique qui sont très intéressantes quand on étudie le vide fertile. C'est notamment ces questions de qualia.
dont on avait parlé, il me semble, ça faisait partie des premières conversations philosophiques qu'on avait eues sur, tu sais, le fameux effet que ça fait de voir du rouge. C'est-à-dire il y a, tu sais, cette expérience avec Marie, qui est une neuroscientifique de la couleur rouge, et qui connaît vraiment toutes les données objectives autour du rouge, qui connaît exactement la fréquence du rouge. Alors, c'est les émotions, c'est ça. Une spécialiste. Le qualia, c'est les sentiments, les émotions. C'est l'effet que ça fait de voir du rouge. Donc la qualia du rouge, c'est l'effet que ça fait de voir du rouge. La question, c'est qu'en fait, cette Marie, qui est experte du rouge, qui sait d'ailleurs discriminer les objets rouges et les non-objets rouges, parce qu'elle les voit en niveau de gris, etc. Parce que figure-toi que cette Marie, à la naissance, on lui a mis des lentilles qui lui retirent la couleur rouge de tous les objets qui la font apercevoir sous l'effet niveau de gris, en fait, si tu veux. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce que Marie, qui est totalement experte de toutes ces questions de rouge, quand on lui enlève les lunettes, elle apprend quelque chose? Et si on dit, bah oui, elle apprend quelque chose quand on lui enlève les lunettes, elle apprend l'effet que ça fait de voir du rouge, bien qu'elle soit totalement experte de la couleur rouge. Et ben, moi, je trouve que le vide fertile, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connaît objectivement toutes les règles, toutes les lois physiques d'un univers qu'on sait pour autant ce que ça fait que d'être dans cet univers à un instant donné, à un moment précis. Il nous reste l'effet que ça fait de jouer à Monostatos, la qualia de Monostatos. Ce n'est pas parce que je suis expert des règles de Monostatos que je sais l'effet que ça fait de jouer à Monostatos. Alors, ça me fait beaucoup penser à ça. Toi, tu l'abordes en philosophe, moi je l'aborderais plutôt en sociologue. C'est-à-dire que le vide fertile, pour moi, c'est ce qu'on appelle les effets de système ou les effets émergents. Tu sais, quand on parle de gameplay émergent, c'est même de l'émergence en biologie. Donc l'émergence, c'est quoi? C'est le fait que il a, à un certain degré de complexité, un système, par exemple un système économique, produit des effets qu'on ne voit pas au niveau individuel. Bien sûr. C'est ce qu'on dit souvent quand la somme des parties le tout est plus grand que la somme des parties. Voilà, le tout est plus grand. On peut donner des exemples. Il y a un exemple que j'adore, c'est quand on parle d'équilibrage dans les jeux de combat. C'est un exemple que je cite souvent sur la cellule. C'est que, en fait, tu peux donner des coups spéciaux à des personnages dont tu calcules, par exemple, les dégâts qu'ils font. Tu dis, il y a un coup qui fait 15, un coup qui fait 30, un coup qui fait 45, etc. Et tu dis, en fait, quand tu fais la somme de tous ces coups spéciaux, finalement, tous mes personnages sont équilibrés, regarde, puisqu'ils sont tous des coups qui permettent de faire 100, mettons, tu vois. Ouais. Oui, mais seulement le fait d'avoir mis ce coup-là à côté de ce coup-là, c'est-à-dire coup de pied enchaîné coup de poing, aussi facile à faire que ça, c'est-à-dire 2 petits coups faibles, fait qu'il va être plus rapide à l'exécuter, et donc ça crée en fait que encore différent, les effets de système. Un coup n'est jamais bon en lui-même, il est ou mauvais en lui-même, il est bon ou mauvais dans le cadre d'un système qui lui donne sa signification et son sens. C'est encore une autre manière d'expliquer l'émergence de certaines propriétés. On est peut-être en train de faire le podcast sur le vide fertile qu'il faudrait qu'on se garde une autre fois sur ce système. Ok, ça marche. Mais ça renvoie aussi à l'écologie. En biologie, en biologie aussi. Hein, l'écologie, c'est ça. L'écologie, c'est les effets de système en bio. Les crises financières, c'est un effet de système. On y reviendra. Et alors donc, le vide fertile de Monostatos. Le vide fertile de Monostatos, en fait, ne touche pas à la rébellion. En fait, ne parle pas vraiment de rébellion. Il parle plus de volonté. Et ça, de volonté de se battre, tu vois, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lances le dé et quand tu es dans cette dynamique, ce qui se passe, c'est qu'à chaque moment, le jeu te dit, tu pourrais abandonner, en fait. Tu vois, tu pourrais refuser de jouer et puis ce serait d'une certaine manière plus agréable. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à faire l'effort Et tu vois, c'est parce que tu tiens à tes convictions, c'est parce que tu tiens à ce combat, c'est parce que tu tiens à ce personnage que tu vas continuer à faire ces efforts et à se battre. Et qu'il y a une vraie problématique sur les questions de rébellion, sur les questions d'activisme, je trouve. Parce que la fatigue militante est quelque chose qui existe, tu vois. Bien sûr. Donc, le vrai vide fertile pose une question de Monostatos pose la question de la volonté. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. De la volonté. Mais de la volonté dans l'effort. Pour un jeu très inspiré de la philosophie nietzschéenne, je n'y vois là aucune surprise. C'est-à-dire le fait que la volonté soit au centre du jeu. Pour revenir à nouveau sur la question du vide fertile, c'est pas quelque chose que je voulais. Tu vois. Le vide fertile, en général, c'est quelque chose que l'auteur découvre lui-même en jouant à son propre jeu. Oui, mais il découvre aussi que c'est cool et c'est pour ça qu'il décide à un moment donné de publier. Et qu'il le garde. Et voilà. Et c'est pour ça que parmi tous ces même, systèmes, j'ai gardé ce système-là. La limite de ce système, et qui est vraiment une limite forte et qui est vraiment un défaut du jeu. J'en parlerai même. Je l'accepte comme un défaut. C'est de dire que j'ai vu plein de gens
qui n'avaient pas envie en fait de se battre d'une certaine manière, ou qui n'avaient pas envie de jouer comme ça ça c'est vrai, c'est intéressant, ce que tu dis. au jeu, et qui se faisaient chier en fait. Ouais, tout à fait. Tu vois, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas cette envie de se, oui, je sais pas comment le dire autrement, qui n'avaient pas cette envie de créer, cette envie de se battre, et en cela, qui ne pouvaient pas jouer au jeu. Et ça, c'est un défaut, parce que ça veut dire que de toute manière, il faut comprendre l'esprit dans lequel le jeu se joue pour pouvoir y jouer, ou pour pouvoir l'apprécier. C'est ça, c'est-à-dire qu'en un sens, ce jeu ne transmet pas l'envie de se battre, mais il récompense fortement celui qui l'a déjà. Exactement. C'est génial parce que ça rejoint aussi une critique qui a souvent été faite à Monostatos, c'est cette histoire de la fameuse note d'intention, tu te souviens, et qui disait finalement, ce jeu, il est fait pour des gens qui sont déjà convaincus. Ce n'est pas un jeu qui pourra te convaincre. Je sais plus ce que je dis. On va aller la regarder puisqu'on a le bouquin sous les yeux. Que dit la note d'intention? Alors, Monostatos vous invite à interpréter des héros libérateurs au sein d'un univers de désert, constellé des restes de civilisations éteintes et de l'héritage des dieux morts, et tombé sous le contrôle de Monostatos, dieu de l'humanité. Là, c'est la promesse du jeu, plutôt. Voilà. On n'est pas encore dans la note d'intention, je pense. Et puisque vous m'avez fait assez confiance pour acquérir ce jeu et pour prendre le temps de le lire et d'y jouer, voici les promesses que je vous fais en tant qu'auteur. Je me relis, j'avais oublié ça. Les règles et l'univers de Monostatos ont été écrits, testés, maturés pour vous proposer des parties fortes et intenses, et pour créer des histoires de héros rebelles et magnifiques. Mon jeu n'est ni un brouillon aux intentions éparpillées, ni une encyclopédie d'univers sur laquelle on aurait plaqué de vagues règles. Où j'étais... Oui, t'étais remonté. C'est un tout cohérent dont chaque élément est pleinement utile pour votre jeu. Oui, j'étais remonté, effectivement. Oui, t'étais remonté. Mais c'était une époque militante aussi, où on était dans une phase où on avait besoin de montrer que le jeu de rôle, le jeu de rôle, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont acquises en train de dire, manière... oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on n'écrirait plus des choses comme ça. Monostatos est rapide à mettre en place. Utilisez votre temps pour jouer plutôt que pour préparer le jeu. Tous les règles et tous les textes dont vous aurez besoin sont dans cet ouvrage. Monostatos est condensé ici, sans matériel additionnel ni supplément indispensable. Bon, ça continue après. N'hésitez pas à me faire parvenir vos critiques positives et négatives en m'écrivant ou en venant faire un rapport de partie sur le forum Silent Drift. Ah oui, c'est encore la version... Mais c'est chouette. Où est-ce que je l'ai changé, tiens? Un voyage dans le temps? Ah merde, est-ce que je l'ai changé à quel temps? Dans les nouvelles versions? Est-ce que c'est le... Faudra que j'aille voir. Bon, il y a une deuxième note d'intention qui, à mon avis, est peut-être plus problématique, parce que la première, c'est simplement... Qu'est-ce que vous avez acheté? Ouais. Il y a une vraie note d'intention tout à la fin, page 112. Inspiration. Les thèmes de Monostatos trouvent leur cohérence dans un ensemble de pensées critiques qui montrent comment la société contemporaine restreint et manipule l'individu pour le rendre imprévisible et discipliné afin de préserver l'ordre social, moral et économique. Elle lui reproche, bon, ça continue. Ça, c'est la vraie note d'intention de Monostatos. Tu vois. Ouais. C'est de renvoyer à Baudelaire, à Nietzsche, Marcuse, Foucault, à une certaine esthétique. Et donc tu disais que ça m'avait été reproché d'avoir mis cette note d'intention. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le problème c'est que, alors, on préfère toujours un jeu qui nous donne l'inspiration à faire quelque chose sans nous le dire. C'est-à-dire, joue à ça et hop, ça te donne l'inspiration à faire quelque chose. Plutôt qu'un jeu qui te dit, avant d'entrer dans mon jeu, ayez cette inspiration-là et pour y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Fred faisait une critique similaire. Il disait, une œuvre d'art n'a pas besoin d'explication. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Mais c'est exactement ce que... Mais alors, encore une fois, et moi, c'est comme ça que quand on m'en parle, je le justifie en ton nom, mais je sais que c'est pas ce que tu penses. Mais moi, je réponds comme ça. Je dis souvent, oui, mais ce jeu est sorti à une époque où ça n'allait pas de soi que le jeu était une œuvre d'art. C'était une époque où on pouvait justement éditer une encyclopédie et dire à des gens, faites des règles pour jouer dans cet univers. Même aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est encore différent. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile de pas faire un système de jeu qui soit en adéquation avec l'univers, sans se prendre la réflexion dans la gueule de dire, ton système, il est pas... Enfin, je trouve que les gens ont maintenant quand même bien assimilé l'idée qu'il fallait que le système porte le propos du jeu à l'instar de l'univers. Bon, toujours est-il que moi, je reste pas mécontent de cette note d'intention, de ces notes d'intention, ou de cette note d'intention, si tu veux, parce que
Pour moi, c'était politique, tes notes d'intention. Ouais, c'est ça. T'as envie de. Bon, déjà parce que j'ai envie de me situer, si tu veux. Ouais, d'une certaine manière, il y aura. Enfin, je comprends et je comprends. Enfin, je comprends et en même temps, cette critique ne me touche pas. Je sais pas vraiment comment le dire. Je comprends d'où elle vient, mais je me dis que j'ai eu raison quand même de le faire, ne serait-ce parce que il y a eu des interprétations de Monostatos qui, notamment des interprétations libérales, qui ne me convenaient pas, si tu veux. Je vois d'où elles venaient, mais Tu peux en parler, c'est vachement intéressant. je crois Tu me mets l'eau à la bouche, là. c'est Steve qui disait que mais c'est vraiment ça, c'est des interprétations que j'ai entendues de deuxième main, donc je connais pas les personnes qui expliquaient ça, qu'il y avait une lecture de Monostatos en termes libéral, comme dans les écrits de comment elle s'appelle, l'écrivaine américaine Ayn Rand, tu vois, avec cet individu qui est l'entrepreneur tout puissant et qui va se libérer des contraintes du marché, enfin qui va se libérer des contraintes de l'État, des choses comme ça. Je vois, bon, en même temps. Ouais, donc c'est libertarien alors. C'est l'anarchisme. Libéral, non, ouais. Non. Libéral au sens de Hayek, au sens de Friedman, de Samuelson, enfin des vrais intellectuels, l'anarchisme de droite, si tu veux, d'une certaine manière. Ça, ouais. Bon, alors attends, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce qu'on est en train de dire. Il faut qu'on défriche un peu. Moi, j'ai plein d'hypothèses. Alors, déjà, d'un point de vue général, enfin. D'un point de vue général, je comprends les gens qui répondront à ça. Oui, mais chacun est libre d'interpréter comme il veut. Ouais. Tu vois, c'est ça. l'œuvre n'appartient à personne. Enfin, elle appartient à elle-même. L'avis de l'auteur, ok, ça m'intéresse. La note d'intention m'intéresse, mais laisse-moi, moi, lecteur, le droit de me faire mon avis. Mais je crois que ma bonne réponse en tant qu'auteur, c'est de dire, vous pouvez lire ce que vous voulez dans votre œuvre. Moi, voilà ce que je voulais y mettre. Umberto Eco parle de 3 types d'interprétation. Il parle de l'interprétation de l'auteur, l'interprétation de l'œuvre et l'interprétation du lecteur. C'est-à-dire que quand une œuvre sort, il y a ce que l'auteur a voulu mettre dedans, ce que l'œuvre est, d'une certaine manière, dans l'absolu, et ce que chaque lecteur va lire dans cette œuvre. D'accord. Pour faire la différence entre... Bon, je crois que ce que chaque lecteur lit dans l'œuvre, on arrive à comprendre, mais pour comprendre ce que c'est que l'intention de l'œuvre, il donne l'exemple de Ronald Reagan qui est dans une conférence de presse, et pour tester le micro, il dit dans le micro, dans quelques minutes, je vais ordonner le bombardement nucléaire de l'URSS. Donc évidemment, tous les journalistes sautent au plafond, et après il leur dit non mais attendez, c'était une blague, c'était pour tester le micro. C'était pour tester le micro. L'intention de l'œuvre, c'est cette phrase, c'est ce que la phrase signifie directement, quoi. C'est l'interprétation littérale. Et l'intention de l'auteur, c'est le fait que Reagan n'avait pas l'intention quand il produit cette phrase, il n'avait pas l'intention de bombarder le... Voilà, c'est juste pour... Et donc, voilà, l'intention, en tout cas, faire cette note d'intention, ça me permet de clarifier l'intention, mon interprétation d'auteur. D'accord ? Après, chacun, il lit ce qu'il veut dedans. Tu avais besoin, à mon avis, à un instant donné, de faire figurer cette note d'intention. Pourquoi ? Alors, c'est un peu, si tu veux... quand il y a un film qui sort, souvent le réalisateur, on va l'interroger et lui dire alors qu'est-ce que vous avez voulu faire avec votre truc, tu vois. Ou bien t'as des séances de dédicaces où tu as un auteur qui peut dire oui voilà, qui peut parler de son travail. Et d'une certaine manière, j'avais envie de pouvoir parler de mon travail, mais je savais que j'aurais pas le luxe d'avoir des journalistes d'investigation pour te poser la question. C'est ça qui viendrait. Donc j'avais un peu cette envie de prendre la parole de toute façon, quoi, histoire de pouvoir dire ce que je pensais de ce travail, quoi qu'il arrive, tu vois. Il y avait la cellule, tu vois, tu t'es trompé. On est là. Finalement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais enfin voilà, c'était un peu cette idée-là, si tu veux, de pouvoir parler de ça avant. Et donc oui, on parlait du système et tu parlais de la note d'intention pour expliquer pourquoi, enfin, dans quel esprit il fallait attaquer d'une certaine manière
cet univers. Ouais. Mais Ouais. tu sais qu'en fait, c'est un truc, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Il y a plein d'auteurs de The Forge qui parlent de l'esprit dans lequel il faut aborder leurs règles dans leur propre jeu. Euh, Il y a Shades de Victor Gisbert, mais enfin c'est presque très très spécial. Dogs parle beaucoup de l'esprit dans lequel il veut qu'on utilise. Enfin, Vincent Baker parle beaucoup de l'esprit dans lequel il veut qu'on utilise ses règles. Ouais. C'est vrai pour Blistage aussi de Ben Lehman. Polaris aussi de Ben Lehman d'une certaine manière, Breaking the Ice. C'est pas vrai pour Moi, tous les jeux. Hein, Je mais il y en a pense beaucoup que qui sont comme ça. je pense que la vraie critique des gens Ouais. qui parlent de la note d'intention, ils parlent pas de la note d'intention telle que tu l'as lu ici. Ouais. Ils parlent en fait de ce qui ressort des règles, à savoir, moi, ce qui est ressorti à la lecture de Monostatos, c'est le wow effect. C'est-à-dire que l'univers, il est clinquant, il est magnifique, mais vraiment. Et y compris dans la manière dont tu l'as décrit et écrit. C'est-à-dire que tu as une très belle écriture aussi, Fabien, faut le dire. Alors, oui, Et j'ai passé non, mais c'est beaucoup moi qui le dis. Donc, le truc, c'est que c'est magnifique ce que tu décris. Les soleils qui se meurent au fin fond du désert, les sœurs du soleil mortes dont on voit les tombes briller au loin. Enfin, j'ai des passages dans la tête qui me. Tu sais que le Val. C'est un hommage aussi un peu à Monostatos avec ces étoiles qui se meurent du trop de lumière du soleil, etc. Je te dirais aussi en quoi Sens Chaos, c'est aussi un clin d'œil assez énorme à Monostatos. On en reparlera. Mais en fait, le truc, c'est que quand on lit cet univers, on a envie d'y faire des choses. Tu nous fais miroiter monts et merveilles. On a envie d'y faire des choses. Et quand on joue au jeu, on s'aperçoit qu'on va y faire qu'une seule chose. Et moi, je crois que ce qu'expriment ces journalistes, ces joueurs autour de la frustration qu'ils ressentent autour de la note d'intention, c'est pas la note d'intention qui les dérange. En fait, c'est le fait que l'univers est tellement riche qu'ils sentent que ça aurait fait un jeu de rôle entre guillemets à secret ou classique, tellement riche qu'ils sont frustrés de voir que le système ne leur propose d'explorer qu'une partie de Monostatos, à savoir cet aspect, la révolte, la volonté. Et toi, tu dis, oui, mais Monostatos, ce n'est rien d'autre que la révolte et la volonté. C'est le vide fertile. Et eux, ils disent, mais non, l'univers nous promettait beaucoup plus. D'accord, ouais. Et quelque part, peut-être que... alors, je sais plus, je crois que l'ordre d'exposition du livre, c'est d'abord l'univers, puis le système. Tout à fait. Peut-être que si juste le livre avait été inversé du point de vue peut-être que juste la mise en page, tu vois, si on avait d'abord lu le système et ensuite l'univers, les critiques qui t'auraient été faites auraient été totalement différentes. C'est possible. Et moi, je me souviens encore de ma rencontre à Brest d'un maître de jeu de Monostatos. Je dis, oh, tu joues à Monostatos, génial, quoi, tu vois. Je me dis, ah bah alors qu'est-ce que t'en penses, tu trouves pas qu'il y a un de côté? Et il me dit, ah non, mais moi je joue à Monostatos, mais je n'utilise que l'univers de Monostatos, je ne joue pas avec le système de Fabien. Et là, vraiment, ma mine s'est décomposée. Je me suis dit, oh, pauvre Fabien, victime de son univers. Pour moi, tu sais quoi, t'es victime de ton succès. Alors, victime on du peut voir les succès choses de dans cet l'autre univers. sens aussi. On peut voir aussi que... Il faut voir que c'est un moment où on avait vraiment l'idée de faire des jeux qu'on a toujours. Hein. Tu sais, quand on dit cette idée que on va dans une direction, quoi. Le jeu va dans une direction bien précise et il le fait vraiment à fond. Et c'est ce que fait Monostatos d'une certaine manière. Absolument. Il va dans une direction vraiment bien précise et il va vraiment à fond. C'était cette fameuse idée qu'on a toujours d'ailleurs. Hein. C'est cette fameuse idée que si un jeu sert à tout, il ne sert à rien. Et que, en un sens, les règles doivent nous guider vers un propos donné. Et sans doute que Monostatos aurait été plus... Enfin, la promesse que faisait l'univers aurait été mieux tenue. Je comprends vraiment cette frustration, hein, parce que je l'ai un peu aussi. Ouais, je sais. Je l'ai un peu aussi. Si j'étais tombé sur un système qui m'avait permis de vraiment faire quelque chose d'admirable, où on pouvait, je dis admirable, où on pouvait explorer l'univers. On pouvait explorer la fascination, tu vois, qu'exerce. Une exploration poétique, j'ai envie de dire. Enfin, trouver un moyen de créer soi-même en tant que joueur un texte, des propositions, faire des propositions soi-même en tant que joueur qui soient du niveau de ta poésie, en fait, Fabien. Si tu avais trouvé un système pour faire ça... Mais je n'y suis pas arrivé, tu vois. Non. Je n'y suis pas arrivé et au bout d'un moment, la fatigue m'a rattrapé. Ouais. Mais ça, les gens qui me connaissent savent très bien que ma limite, c'est toujours la fatigue. Ouais. Mais justement, je me demande, Fabien... Attends, laisse-moi... Ouais. Pardon, excuse-moi. Je savais pas que tu voulais rajouter quelque chose. Non. Mais vraiment, ça, je pense que tous les créateurs
de jeux de rôle qui sont vraiment investis dans leur jeu savent que au bout d'un moment, Ah oui. il faut que ça sorte quoi, d'une façon ou d'une autre. Sur Monostatos, c'est sorti comme ça. Sincèrement, je pense que si j'avais fait les choses dans l'autre sens, j'aurais regretté de ne pas avoir le côté rébellion, tu vois. C'est qu'il y a un peu deux aspects dans Monostatos qui se combattent. Il y a un aspect contemplatif et un aspect rébellion, tu vois. Bien sûr. Et je crois que l'aspect contemplatif est quand même présent. Je cherche rapidement dans le jeu parce que j'y avais pensé justement. Et j'avais un moment des règles pour raconter comment se passe l'entre-deux en fait. À la fin d'une partie, tu te promènes d'un lieu à l'autre. Des scènes de ressourcement, il me semble. Alors, les scènes de ressourcement, d'une certaine manière, oui, tu vois, les scènes de ressourcement, elles permettent aussi l'exploration de cet univers. Et quelqu'un qui est vraiment amoureux de... Enfin, les deux problématiques de l'univers, les deux propos, si tu veux, de l'univers se retrouvent. Celui sur la rébellion est sans doute plus fort que l'autre. L'autre est mal amené. La dimension contemplation est amenée dans ces moments où on fait des descriptions sur l'univers pour regagner des points de puissance. Ça, c'est l'autre, je pense, vrai grand défaut du système. C'est que le jeu te dit, vas-y, crée. Et ensuite, tu as besoin de créer, tu es obligé de le faire pour obtenir des jetons. Et il y a, d'une certaine manière, je ne sais pas vraiment comment le dire, si tu connais l'univers, tu peux créer assez facilement. Si tu es aligné avec un peu cette esthétique et qu'en plus tu aimes créer au naturel, tu vas pouvoir le faire. Mais le jeu t'aide pas tant que ça. Enfin, c'est pas aussi naturel que dans un jeu comme Prosopopée, tu vois, où vraiment il y a un vide fertile sur la création. C'est un peu artificiel par rapport il y a pas de justement voilà, il y a pas de vide fertile sur la création. C'est ça le vrai problème de Monostatos, il y a pas de vide fertile sur la contemplation, la création de cet univers, alors qu'il y a un vide fertile sur la rébellion. Et ça c'est un vrai, d'une certaine manière, un vrai défaut en tout cas, c'est une vraie limite du jeu. Je pensais dans ma tête, j'étais en train d'essayer de faire un parallèle entre Fred et toi, un peu tortueux dans ma tête, parce que il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que Prosopopée, je pense, est comment dire, mal lu, et donc les gens ont du mal à accéder au vide fertile de Prosopopée. Un peu la critique de Jérôme Larrey dans Casus à l'époque, qui disait finalement à la lecture du livre, je n'arrive pas à voir comment je vais pouvoir aller à une partie. Il y a beaucoup de gens qui disent que le livre en lui-même, c'est-à-dire la rédaction du livre, les empêche d'avoir même envie de jouer au jeu. Ça, c'est la critique qu'on pourrait faire très rapidement à un jeu. Il faudrait vraiment prendre du temps pour nettoyer. C'est typiquement un jeu dans lequel il faut avoir joué pour comprendre pourquoi il est intéressant. Oui, alors, voilà, c'est ça. Mais le texte est difficile. Le texte de Frédéric est difficile. Il est malaisé. En gros, Frédéric n'a pas ton talent d'écriture. Oui, non, sur Prosopopée, je suis pas tout à fait d'accord, parce que moi, j'ai réussi à jouer à Prosopopée sans avoir rencontré tout seul, tu vois, juste en lisant le texte. Tout à fait, c'est possible. Mais absolument. Moi, j'ai eu quelques problèmes, mais c'était lié plutôt à du fait que je connaissais d'anciens systèmes, et donc du coup j'avais sauté des choses que je croyais actuelles, alors qu'en fait c'était d'anciens systèmes. Mais bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des vrais problèmes. Par exemple, le fait qu'il introduise des termes. C'est ce qu'on lui reproche souvent, c'est le fait qu'il introduise des termes qui seront définis que par la suite. Tu vois, des petits défauts d'écriture. C'était juste pour faire un parallèle à la con en plus. Je veux pas qu'on rentre dans le détail des Prosopopées. C'est juste pour dire que j'ai l'impression que Frédéric, lui, a eu du mal par l'écriture à nous faire accéder à son vide fertile. Et toi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ton écriture brille tellement que quand on trouve les règles, on n'a pas envie d'aller vers le vide fertile que toi tu as envie de nous proposer. Est-ce que tu vois j'ai envie de dire que ce qu'il faudrait faire avec Fred, c'est que tu fasses une fusion. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fusion, c'est-à-dire que à la fois il y a une espèce de créativité du vide fertile, comme Frédéric c'est très bien de faire. Quand on joue avec Fred à un jeu, c'est toujours merveilleux parce que il est là aussi pour nous aider et nous dire là. Et les vides fertiles de ces jeux fonctionnent bien mieux que les miens, c'est clair. Moi, je veux par exemple, quand tu vois des murs, je sais pas si on peut trop en parler parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il va pas tarder à sortir. Nous, on l'a testé en avant-première à la cellule, parce que ça fait des années. Ça fait des années qu'on l'a testé. Il y a un podcast qui est prêt. Et donc, où on voit que ça tourne tout seul. Et en convention, moi, j'ai vu le jeu tourner tout seul. C'est-à-dire, les joueurs partaient tout seuls. C'est-à-dire, il y a un moment donné où Fred croisait les bras et juste, il assistait à l'émergence de sa propre partie. Et voilà. Mais bref.
tout ça pour dire qu'il faudrait prendre le meilleur de ces deux jeux et les fusionner, et ce serait formidable. Parce qu'il y a vraiment... Mais à nouveau, tu vois, j'ai pas je pense que l'impression tu as d'avoir... été desservi par ton propre talent. Ouais, mais voilà. À nouveau, je incroyable. répète ce que je disais, c'est que c'est sans doute la meilleure chose que je pouvais arriver avec un certain temps, avec une certaine énergie, avec un certain savoir, dans un certain contexte. C'est un genre d'optimum local, si tu veux. Parce que mais c'est marrant. Les deux problématiques sont présentes. Et je me souviens y avoir pensé, tu vois. Les deux problématiques sont présentes dans le jeu. Une est beaucoup moins bien abordée que l'autre, mais elle est quand même là, tu vois. Bien sûr. Et puis... Enfin bon, bref. Vas-y, dis-moi. Mais il n'en reste pas moins que c'est comment dire, le fait que l'univers soit magnifique à contempler, ça fait qu'on en vient à détester d'autant plus le culte de Monostatos. Parce que le culte de Monostatos nous dit « Prends ces lunettes, regarde le monde à travers mon prisme religieux à moi », alors que le monde est tellement plus beau quand on enlève les lunettes et qu'on voit le poème chanté par les anciens dieux qui se trouve derrière. Et en fait, tu sais, moi, j'ai du mal à ne pas voir Monostatos comme une œuvre presque de ta psychanalyse, en fait, Fabien. Comme tous mes jeux. Tu es Monostatos, tu vois. Ouais. Tu nous as obligés à prendre les lunettes de tes règles. Et alors qu'en fait, il faudrait faire un genre de Monostatos 2 qui sera un Monostatos d'avant Monostatos, et dans lequel on jouerait tu vois, mais en fait, cet univers, il te dépasse, Fabien. Il donne envie aux gens qui le lisent d'aller plus loin dans cet univers, de faire plus avec. T'as créé un monstre, mais peut-être pas là où tu ce qui est ironique d'une certaine manière, c'est que, tu vois, je suis rattrapé par... c'est un jeu qui devait être un jeu traditionnel, qui peut-être, je dis bien peut-être, hein, j'en suis pas convaincu du tout, aurait été mieux accueilli, ou en tout cas aurait procuré plus de plaisir aux gens en étant un jeu traditionnel. Peut-être, parce que voilà. Mais ça, c'est toi qui le dis, parce qu'il y a beaucoup de jeux traditionnels aussi qui ne sont pas joués, en fait. Et finalement, ce qui est ironique, c'est que j'avais et j'ai toujours vraiment l'envie que ce soit une expérience de jeu, tu vois, que ce soit une expérience de jeu qui fasse que le jeu est bon et passe sa lecture. Et finalement, le jeu est plus apprécié pour la lecture des textes qui sont dedans que pour l'expérience de jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ironique. Non, mais c'est une ironie de l'histoire. J'aurais presque aimé écrire un truc plus mauvais, et puis comme ça, au moins, les gens se seraient intéressés au système. C'est ce que je voulais te dire avec Frédéric. C'est exactement l'expérience de jeu, tu vois, qui est derrière. C'est pour ça que je te dis, t'es victime de ton écriture. Et ce que tu viens de dire, ça résume parfaitement ce que je voulais te dire avec Frédéric. C'est-à-dire que Frédéric, lui, c'est l'excès inverse. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il écrive mieux. Oui, et toi, il aurait fallu que tu écrives moins bien. Ces jeux sont parfois, les règles sont parfois un peu abstraites dans leur formulation, mais les expériences de jeu sont tellement extraordinaires derrière. Non, mais voilà, vous avez tous les deux les défauts de vos qualités et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, lui aussi, si le vide fertile est aussi bon dans ses jeux, c'est parce que c'est un théoricien hyper poussé et que c'est un artiste au sens où il va vraiment au bout de sa démarche. Alors que je sais que je me mets parfois beaucoup plus de contraintes, souvent des contraintes artificielles ou des contraintes trop intellectuelles, alors que... Mais c'est intéressant de vous penser l'un l'autre. J'aime beaucoup penser Monostatos et Prosopopée en parallèle, parce qu'il y a plein de... Lui aussi, en fait, Prosopopée a des... C'est dommage que Fred soit pas là, c'est vraiment dommage. Il reflète aussi ce que je dis souvent à Frédéric. Je crois que il me semble que je le lui ai dit. C'est le fait qu'il reflète le jeu est aussi fragile que Fred l'était à cette époque-là. Il reflète une partie de sa vie, il a une part de sa sensibilité, de sa fragilité, de sa vébrilité, même dans les dessins. Mais oui, c'est ça, c'est à travers les dessins aussi, tu sais, on sent le trait fragile. Enfin, c'est fabuleux comme ces jeux vous reflètent. Alors justement, Monostatos me reflète aussi beaucoup dans une partie de ma vie. Ça on pourrait faire peut-être une troisième partie du podcast qui parlerait de un peu qui j'étais à ce moment-là, où ça m'a mené. Alors, je ne cache pas le fait que j'ai toujours été... Enfin, à partir de 18-19 ans, j'ai été vraiment ébranlé par de la poésie de Baudelaire, qui fait que pendant longtemps, y compris pendant mes études, j'ai appris par cœur plein de poèmes,
pour me les répéter. Et je les répétais tout le temps, sous la douche, en marchant, et que ça m'arrive encore parfois. Ah non, ça t'arrive tout le temps. Pour T'es m'endormir. inconscient, mais quand tu fais les pâtes... Enfin, moi, j'ai des souvenirs de Fabien quand je venais chez toi à Paris, où tu faisais les pâtes et tu récitais Parce des que j'avais, poèmes. à Paris, j'avais des poèmes accrochés au-dessus de ma cuisinière. C'était pour ça. Et je les lisais pour les apprendre. Donc oui, c'est un truc qui m'a pas quitté. Et que donc à partir de ça, j'ai voulu prolonger, explorer cette expérience poétique. Et que dans Monostatos, si tu veux, pourquoi il y a tous ces commentaires élogieux sur l'univers. Enfin, j'imagine que les auditeurs sentent que je suis pas très à l'aise avec les compliments. Personne. Proviennent justement de ces nombreuses années de digestion, de retravail, de tous ces textes qui sont sur mon ordinateur et qui sans doute n'en sortiront jamais, mais qui ont préparé l'avènement en fait de cet univers. Et c'est pour ça qu'il y a plein de poèmes aussi qui sont cités dans le jeu. Ouais. Et qui effectivement donnent une force que j'ai jamais réussi à retrouver dans aucune autre de mes créations. Si tu veux, les autres créations, donc à l'actuelle, c'est La Sœur du Ciel, les Sphinx, et une pléthore d'autres jeux de rôle secondaires qui n'ont pas été publiés, mais que j'ai testés ou que j'ai sortis par ailleurs. Enfin, que j'ai sortis entre amis, mais qui n'ont jamais été publiés. Publiés, ouais. Donc, qui explique d'où vient cette envie. Alors, faut dire aussi que l'univers a été vraiment écrit, réécrit, réécrit, a bénéficié de tout un enseignement religieux que j'ai reçu un enseignement religieux catholique que j'ai reçu quand j'étais jeune. Il y a plein de références à la Bible dans Monostatos. Vous verrez la vérité vous rendra libre. Édipios, il me semble que c'est une citation de la Bible: si ton œil voit le péché, ou si ton œil pêche, arrache ton œil et jette-le au loin. Enfin bon, le fait que ce soit un univers de désert, exactement comme dans la Bible. Et qu'en plus, c'est une époque où j'étais extrêmement athée, où j'avais beaucoup lu Nietzsche, Schopenhauer, Camus, qui vraiment m'irriguaient. Il y a une période de ma vie où j'ai vécu complètement avec Nietzsche, qui sont des choses qui sont en train de s'éloigner ou de changer en ce moment. Enfin, donc il y a cette première dimension-là, en fait, qui est la dimension de, on va dire ma jeunesse. Enfin, cette période entre 18 et on va dire le moment où je commence à écrire Monostatos, donc 23 ans. C'est fou. Hein. Ouais. Mais c'était une période tellement intense intellectuellement et dans laquelle c'est fait cet univers à travers Ainsi parlait Zarathustra, tu vois, des choses comme ça qui m'ont vraiment bouleversé. Saint John Perse aussi, beaucoup. Mais tu vois, je trouve que toutes les inspirations que tu cites, c'est-à-dire que ce soit Zarathustra, que ce soit la Bible, ce sont des textes à interpréter, ce sont des textes à fouiller, ce sont des textes à comprendre, ce sont des textes à méditer. Ce principe même de la poésie, je ne comprends pas la poésie autrement que comme des textes à interpréter à l'infini, quoi. Et comprends qu'un univers comme ça, avec un système dans lequel le but c'est de se servir des prêtres de Monostatos pour en faire des boules de feu qu'on envoie paître et balader sur des colonnes qui explosent, c'est très bizarre. C'est un petit peu comme si tu nous décrivais un univers à interpréter ultra profond, ultra contemplatif, et que tu nous disais, bon, maintenant on va faire la guerre avec des Space Marines dans cet univers. Tu vois, alors justement, l'autre dimension de ma vie à ce moment-là, c'est que bon, j'aime bien dire que alors j'ai reçu un enseignement catholique parce que donc je suis alsacien et qu'en Alsace le concordat n'a pas été abrogé, donc la séparation entre l'Église et de l'État il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, et donc les curés, je crois aussi les pasteurs et les rabbins, me semble-t-il, sont fonctionnaires de l'État. Et on peut recevoir, si on le souhaite, un enseignement religieux à l'école. Mes parents n'étaient pas particulièrement croyants, mais ils ont toujours eu l'idée que c'était bien de connaître la culture de ça. Donc j'ai reçu de l'enseignement
croyant tant que j'ai pu. Ensuite, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait des retraites, j'ai lu la Bible. J'avais une grande tante avait vraiment la foi du charbonnier, à l'excès d'ailleurs. J'ai une tante qui a épousé un pasteur, et donc j'ai pu beaucoup discuter aussi du point de vue protestant et des débats entre catholiques et protestants. Passionnant. Donc, enfin, la question de la religion, c'est quelque chose d'assez compliqué dans ma famille. Et enfin, ça va même plus loin parce que mes grands-parents paternels étaient, mon grand-père maternel était un communiste, donc voilà. Ben, on comprend bien. Hein. Mes grands-parents paternels étaient des instituteurs, c'est-à-dire les hussards noirs de la République, quoi. D'accord. C'est-à-dire que la religion était quelque chose qui n'était pas évident à accepter. Et pour terminer un peu tout ça, j'ai une tante qui j'ai une tante qui a épousé un pasteur, ça fait un scandale. J'ai une tante qui a épousé un bouddhiste, et là ça a été Quelle aventure. Donc voilà, la religion est quelque chose qui structure ta famille. Qui structure ma famille, et donc, si tu veux, qui est dans ton ADN. Exactement. Et de ça, justement, toujours dans cette période 18-23 ans, j'ai eu beaucoup aussi de rejet, en fait. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire Nietzsche, à réfléchir à des questions sur la difficulté dans le monde. Et mes parents m'avaient envoyé pour faire ma prépa dans un lycée catholique dans le Nord. Alors, on n'était pas astreint à la messe ou des conneries comme ça, mais j'étais entouré de gens qui étaient très, 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 très cathos, hein, des gens qui pensaient que l'homosexualité était une abomination. Enfin, ils n'étaient pas tous comme ça, hein, il y avait des gens très bien aussi, mais il y avait des gens qui faisaient vraiment, vraiment, vraiment peur. Et j'aime bien dire souvent que je suis devenu athée dans un lycée catho, et que je suis devenu ensuite anticapitaliste en école de commerce. Et ça explique la deuxième dimension de Monostatos, cette dimension de refus, de rébellion, qui, en fait, si tu veux, très longtemps, j'étais frustré de pas savoir comment agir, quoi, d'avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas dans le monde, quoi, et qu'il faudrait qu'il y a des gens qui souffrent. Ça, c'est un truc que j'avais déjà quand j'étais gamin, quoi. Quand j'étais gamin, j'arrivais pas à comprendre. Ça me perturbait beaucoup qu'il y ait des gens qui soient obligés de vivre dans la rue, quoi, et que c'était quelque chose de très dur comme gosse. Puis j'étais pas dans un milieu qui était très activiste ou très très politisé, donc si tu veux, voilà, dans Monostatos, il y a aussi cette envie de rébellion, bien sûr, qui m'appartient et qui nécessairement réapparaît. Et il faut savoir que l'année 2009-2010 a été l'année durant laquelle j'ai fait ma spécialisation en école de commerce, qui était une spécialisation sur le management alternatif, c'est-à-dire qu'en fait, le management de tout ce qui n'est pas entreprise. Les associations, les entreprises démocratiques, les coopératives, avec des cours de critique du capitalisme, avec des choses très, très, très... Et c'est des choses qui m'ont nourri dans l'écriture de Monostatos. Bien sûr. Ouais. Donc, sans doute que Monostatos, le problème qu'on a face au jeu tient au fait que ça renvoie à cette dichotomie, cette tension que j'ai en moi-même, quoi, et qui est entre cette volonté un peu contemplative vis-à-vis de la poésie, et en même temps cette volonté, tu vois, un peu de... Parfois, je me dis que finalement, Monostatos, il était trop tard pour l'achever. C'est-à-dire que tu avais déjà trop avancé avec ce jeu. Tu vois qu'il aurait dû être achevé plus tôt, et un autre jeu créé sur la base du système de la révolte, je ne sais pas comment dire. En même temps, j'ai toujours été mal à l'aise avec la société dans laquelle j'étais, donc ça s'est accentué à un certain moment, mais... En tout cas, on ne peut pas dire que ce jeu n'est pas un jeu d'auteur. Parce qu'il reflète complètement un certain état d'esprit. C'est un jeu et drôle. Quand on te connaît, ce jeu, putain... Qu'est-ce qu'il nous dit de choses sur toi? Ce jeu de rôle est presque un jeu d'auteur jusqu'à la faute. Tu vois. Oui, exactement. Mais en fait, la faute n'est pas que ce soit un jeu d'auteur. La faute, c'est d'avoir voulu tout mettre en un seul endroit. Ouais. C'est-à-dire que je reviens à ce que je disais en début du podcast. Je disais, je voulais vraiment... Je refusais de vouloir écrire un jeu qui n'apporterait pas quelque chose au monde, parce que j'ai toujours été frustré par le fait que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont dites mais qui n'ont pas de sens, qui ne devraient pas être dites, parce que ça pollue en fait l'espace, quoi. Et je voulais pas
participer à cette pollution. J'aurais envie de dire, je fais un jeu, ce jeu est final, parfait, il y a tout dedans, et c'est tout ce que j'ai à dire, au monde. Et comme ça, j'emmerde pas les gens au-delà de ce jeu. Voilà, ouais, d'accord. Qui est une attitude qui rate. qui rate, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait mieux valu que je fasse peut-être deux jeux différents avec à chaque fois. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec ce jeu, quoi, et que je. Dans mes moments de désespoir absolu autour de Sens, les moments où j'arrivais pas à finir mon jeu, où j'avais vraiment du mal à aller au bout, Flavie me disait tu peux pas abandonner Sens. Ok, tu le détestes aujourd'hui, ok, t'as un rapport très conflictuel avec ce jeu, mais c'est grâce à lui que t'es là. C'est grâce à lui, c'est lui qui t'a fait. Donc tu lui dois au moins de le terminer parce que, ok, maintenant tu le trouves has-been, ringard et tout ce que tu veux. Oui, mais c'est grâce à cette échelle que tu es là aujourd'hui. Ouais. Et donc ne serait-ce que pour ça, tu dois finir cette échelle. Et je pense que Monostatos, c'est un peu ton échelle à toi, tu vois. Bah oui. Il y a un autre auteur qui disait on devrait jamais publier son premier jeu. On devrait toujours le garder secret et passer directement à son deuxième livre. Moi je pense que ce serait une erreur parce que je trouve que justement dans les jeux, dans ces premiers jeux, on se trahit beaucoup et donc on dit beaucoup de choses sur nous et ça permet aux gens d'avoir une excellente introduction à l'auteur et ensuite de pouvoir mieux aborder ses œuvres peut-être plus accomplies. Je me souviens d'une des toutes premières fois où j'étais ici et puis je disais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, Monostatos ce sera le jeu parfait, unique. Puis Flavie, justement, fait ah ben, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Sauf que toi, d'une certaine manière, tu vois, avec Sens, et c'est vrai que Sens, c'était un jeu vis-à-vis duquel j'ai quand même beaucoup réfléchi avec Monostatos. Aussi parce qu'à l'époque, je trouvais que c'était un jeu qui était raté. C'est-à-dire que j'avais la sensation que tu n'étais pas allé assez loin et que tu vois que c'était un jeu traditionnel alors que tu disposais d'outils bien plus intéressants. Bon, évidemment, aujourd'hui, je tempère un peu ce propos. Mais Sens a été pensé. En fait, moi, l'erreur que j'ai pas voulu faire, c'est de me dire voilà, Sens a été pensé comme un jeu traditionnel, donc il faut le finir comme un jeu traditionnel. Même si on a des outils super qui apparaissent et tout, il faut au moins que je le finisse comme le jeu. Il a été pensé pour ça. Et ce serait, en fait, si j'avais fait un jeu moins très... Parce qu'il en a été question, hein, par exemple, même pour Sens Néant, de virer le MJ, de penser à un jeu sans MJ. Enfin, tu disais tout à l'heure que tu avais eu 8 systèmes pour Sens. Moi j'ai pas eu 8 systèmes pour Monostatos, pardon, mais par contre, pour Sens Néant, pardon, j'ai eu... peut-être pas 8 systèmes, mais 20, 30 systèmes. Et à un moment donné, mes joueurs, ils en avaient ras-le-bol. Ils prenaient... on a fait je sais pas combien de scénars à Saint-Malo, ils prenaient la table, ça changeait de système tous les jours, enfin tout le temps. C'était trop chiant. Donc pour te dire, j'ai tout essayé, quoi. Mais je me suis dit, non, il a été pensé pour du classique. Et d'ailleurs, l'histoire, le propos, l'histoire même du jeu supposait que ce soit un jeu de rôle classique. Et l'erreur à ne pas faire, c'est parce que tu rencontres des théories nouvelles. Par exemple, tu fais la connaissance de Frédéric Sintès ou de Christophe Buckley qui te dit mais regarde en fait le MJ machin truc. Moi je me souviens très bien de ma réaction ce jour-là. D'abord j'ai été réactionnaire. J'ai commencé par dire non mais vous dites n'importe quoi. Le MJ est indispensable au jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que je voulais sauvegarder mes billes. Je voulais sauvegarder mon propre jeu. Et après je me suis dit non en fait c'est eux qui ont raison. Il y a d'autres portes à explorer. Mais toi Gogol, t'as promis 6 volumes d'un jeu classique. Donc tu t'accroches. Et t'y vas, et tu fais ton truc. Et au final, j'ai pas regretté, parce que je me suis rendu compte, à force de jouer à des jeux de rôle non classiques avec pas de MJ, et qu'en fait, ça m'aurait pas permis de faire ce que je voulais avec. À nouveau, je regrette. En fait, d'une certaine manière, Monostatos, pour qu'il soit pleinement réussi, il aurait fallu que je me le garde sous le coude très longtemps. Mais c'est pour ça que je te dis, t'as pas envie de, t'as pas envie de faire. Regarde, par exemple Thomas Munier avec Milvaux. T'as un univers qui est posé. Lui, il adore, il kiffe ses armes, ses cadavres, ses clochards fantastiques. Il adore ça. Et du coup, il y revient à chaque fois avec des systèmes différents. T'as pas envie parfois de te dire, tiens, et finalement, voilà, j'ai une base implantée qui est énorme parce qu'il y a des tas de gens qui sont en Monostatos. Et t'imagines, Fabien, que tu reviens sur le marché, tu dis, je vous ai compris. Et là, tac, t'arrives et tu refais un Monostatos. Je sais pas comment te dire que j'aurais l'impression que ce serait malhonnête. Ah, d'accord. Alors... Ce serait malhonnête pour 2 raisons. D'une part parce que, faire le général de Gaulle, je vous ai compris.
je cherche pas à satisfaire. Je cherche pas à plaire à mes. Je suis content qu'il y ait des gens qui évidemment aiment mon travail, mais je cherche pas à plaire à quelqu'un. Ça, ce serait. Non, mais est-ce que la question c'est pas est-ce que ça leur plairait à eux, c'est est-ce que ça te plairait à toi de le faire. Et justement, ce serait malhonnête vis-à-vis de moi parce que j'ai aussi l'impression que c'est un univers qui est mort pour moi, si tu veux, dans lequel je ne suis plus à l'heure actuelle. Ah, ça, je te comprends tellement. Je le comprends et j'aime bien le relire, mais il est fini. Il est fini. Et je sais pas comment dire ça. C'est comme si c'était une partie de moi qui était pas morte, mais voilà, je ne serais plus jeune. Attends, je serais plus jeune et je serais plus incandescent comme je l'ai été à une époque. Et donc, je ne peux plus être dans Monostatos, tu vois. Tu peux plus écrire la suite en fait du livre. Tu n'es plus le même auteur. Ce qui ne veut pas dire que dans les travaux supplémentaires, il n'y a pas d'autres choses qui reviennent, mais et je te dis, enfin, c'est marrant en disant ça, je suis très ému parce que j'ai vraiment beaucoup de tristesse d'une certaine manière. J'aimerais, moi qui ai 31 ans, j'aimerais avoir à nouveau 20 ans. J'aimerais à nouveau effectivement avoir cette incandescence, mais c'est plus possible. J'ai des chaussons aux pieds et j'ai du bide et j'ai presque fini ma thèse. J'avais dit à Flavie, à la fin de Harry Potter, on avait regardé tous les films de Harry Potter. Moi, j'ai lu que le premier Harry Potter, j'ai pas lu les livres. Et enfin, si peut-être certains en anglais vaguement. Enfin, bref, j'ai pas une lecture assidue. J'aimerais les lire en fait maintenant. J'ai dit, cet univers et ces personnages sont tellement puissants que un jour, J.K. Rowling, elle n'aura pas le choix. Elle devra retourner dans Harry Potter. Et je l'ai annoncé à la fin des films. Et Flavie m'a dit, non, je pense pas vraiment. Elle a dit qu'elle en avait marre, que c'était plus son truc et tout. Et là, qu'est-ce qui sort cette année ? Un spin-off. Et c'est pas tout. J'ai appris qu'il y allait peut-être y avoir une suite avec les 3 enfants de Harry, le Severus qui tournerait bad, etc. Et qu'il y aurait une suite possible. Bon, la différence entre Monostatos et Harry Potter, c'est que Monostatos n'a pas fait des millions. Et donc, il n'y a pas de pression économique. Tu vois, je ne te dis pas que c'est la popularité. Je dis les personnages et l'univers est tellement fort. Quand vraiment que J.K. Rowling Non, je crois que Fabien Hidvine reviendra dans Monostatos. Cet univers, je suis sûr. Je pense que c'est tellement toi en fait. Enfin, tu te rends pas compte en fait. Mais nous verrons. Je pense que je vais perdre beaucoup d'argent avec mes paris parce que j'arrête pas de parier dans les pense que tu as raison, mais pas comme tu le crois. Oui. Mais peut-être. Là, tu me pousses un peu dans la partie que je voulais aborder un peu à la fin, qui était c'est quoi l'héritage des Monostatos, tu vois. C'est cool. Ouais. Est-ce que Babel, pour résumer sur Monostatos, sur tout ce qu'on a dit jusque-là, si tu veux, Monostatos, c'est un univers. Enfin, Monostatos, c'est un jeu jeune, dans tous les sens du terme. C'est un jeu qui est intense, qui fait pas vraiment de compromis, ni dans son univers, ni dans son système de jeu. Tu vois, que ce côté un peu. T'es dedans ou t'es pas dedans, quoi. Et c'est un jeu. Et donc, c'est un jeu qui est. Et en même temps, c'est un jeu qui est jeune aussi parce que il est plein d'erreurs, plein de tentatives, plein de. Tu vois, c'est un peu un jeu adolescent d'une certaine manière. Toi, je pense que tu as en tête aussi tous les systèmes qui sont pas publiés dans le jeu. N'oublie pas que les gens n'ont accès qu'à la partie émergée de l'iceberg. Ouais, mais tu vois, tous ces systèmes-là, ils me hantent aussi, quoi. On ne voit que les dernières dunes du désert. Tu vois, et donc, je suis pas. C'est pour ça que. En fait, d'une certaine manière, ça me crée de la culpabilité parce que j'ai l'impression que tu voudrais que j'y revienne. Non, pas du tout. Mais ça me crée peut-être le porte-parole des gens qui aiment ton univers. Mais même comme ça me crée j'ai l'impression que ça me crée de la culpabilité parce que j'ai l'impression d'abandonner cet univers. Tu vois, pas du tout. Comme tu abandonnerais un enfant. Mais en fait, c'est pas que je l'abandonne, c'est qu'il vit sa vie, quoi. Oui, et puis je pense qu'il réapparaîtra à travers d'autres de tes œuvres. C'est-à-dire que les gens, ils diront, ok, bon, Monostatos, machin, mais à un moment donné, moi, je verrai des gens qui sont déçus par Monostatos, je leur dirais, quoi ? T'as été déçu par Monostatos ? Toi, t'as pas encore joué à tel jeu de Fabien. Parce que si tu veux faire. Enfin, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Sphinx, par exemple, j'avais jamais pensé à ça. Et tu vois, quand tu l'as dit, ça m'a fait tilt. Si, tiens, ça serait vachement sympa
auditeurs, vous qui aimez l'univers de Monostatos, prenez le système de Sphinx et explorez des ruines des anciens dieux avec... Je suis pas certain que ce hack soit optimal. Hein. Je le répète, moi je suis pas très fan. Non, parce que mais t'as proposé l'idée dans le vent. On n'a pas dit qu'on l'avait playtesté. On n'a jamais playtesté, mais ça m'invite à une certaine curiosité. Je me dis tiens, ça pourrait être sympa. Et voilà, c'est-à-dire que cet univers, voilà. Et c'est ça que je veux dire revenir en Monostatos. Je veux pas dire retourner dans le Fabien du passé. Si tu veux, j'ai changé en fait, tu vois. Et je suis plus capable d'inventer un univers comme Monostatos. Bien sûr, non mais ça je le comprends parfaitement parce que moi c'est pareil avec Sens Renaissance. Je suis incapable de faire une suite à Sens Renaissance. Ouais. Je suis rien à foutre des quoi. Enfin, il y a quoi dans Sens Renaissance, des Lady Oscar. Monostatos continue d'exister dans son esprit d'une certaine façon. Ça a ensemencé ce qui s'est passé, la suite de mon travail, tu vois. Mais lui-même est fini. Bien sûr. Tu vois. Et c'est pas que j'ai, enfin vraiment, c'est pas que j'ai envie de l'abandonner. C'est juste, il est tel qu'il est. Et y revenir, je sens que je le ferai pour de mauvaises raisons. D'accord, ok, très bien. Je sens que je le ferai pour de mauvaises raisons. En tout cas, quel univers. Bravo. Enfin, c'est un super univers, une super. Alors justement, le premier truc, je crois que j'ai appris de Monostatos, c'est que créer un univers, c'est très difficile. Dans le sens où vraiment créer un univers de la force de Monostatos, ça m'a pris en fait toute ma jeunesse. Une blinde de temps. Ouais, c'est clair. Et qu'en ce moment, j'essaye de recréer quelque chose du même acabit et que ça me demande une énergie considérable. Une énergie considérable que je n'ai peut-être plus. Tu vois, d'une certaine manière, c'est pour ça que je suis frustré quand tu me dis ça, parce que peut-être que j'aimerais y retourner à cette... Ah oui, d'accord, ouais. Tu vois, j'aimerais avoir à nouveau cette force de création que j'avais à un moment. Mais c'est parce que tu sous-estimes tu sous-estimes vraiment la puissance du professionnel. Moi, je me suis surpris énormément, Fabien, à lire des passages de Sens Cosmo ou de Sens Chaos que j'avais écrits avec une flemme. C'est-à-dire, je me levais le matin, c'était pénible. J'y allais devant l'écran, je me disais... Putain, mais t'en as tellement marre, ça peut être que de la merde, quoi. Ça va être que de la merde. Et je revenais dessus, je lisais le truc et je disais, putain, c'est pro quand même. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'as acquis en fait des compétences qui font que là où t'as galéré comme un ouf pour créer 2 bouts de pierre, 2 bouts de statue, 2 dieux assez classe qui font un peu égyptien maladroit, tu as passé des heures et tout, t'as déployé une énergie colossale. Aujourd'hui, ce sera fait en une nuit. Tu vas t'endormir, tu vas te réveiller le matin, tu l'auras ton univers classe. T'inquiète. Ça travaille, disait Nietzsche. Tu rumines. Bon, je pense que la vraie difficulté que j'ai en ce moment à accoucher de mon prochain projet, donc qui est le langage de Babel, c'est aussi que Monostatos c'est venu facilement parce qu'au départ c'était juste un univers de jeu de rôle traditionnel pour accompagner le DK. C'était pas plus ambitieux que ça. Alors que si tu veux avec le langage de Babel, je pars tout de suite avec des ambitions. Et que d'une certaine manière, tu sais, tu te poses à toi-même des contraintes de qualité qui sont très difficiles à... Je lisais, enfin, je voyais je sais plus, une vidéo dans laquelle quelqu'un réfléchissait à George Lucas et disait pourquoi, tu vois, George Lucas a saboté son travail. A saboté son travail. Et dans cette vidéo, il disait quand tu fais un premier travail dont tu es content, les travaux suivants sont particulièrement difficiles. Parce que tu as envie de faire aussi bien que ce que tu as fait précédemment, tu vois. D'accord. Ouais. Et un autre exemple qu'il donnait, c'est l'auteur de The Invisible Man, donc qui est un livre sur l'Amérique raciste, hein, ça n'a rien à voir avec l'homme invisible. Donc Invisible Man, où le mec n'a écrit qu'un seul livre dans sa vie, parce que ce premier livre a eu tellement de succès qu'après il n'a plus pu écrire. Et un peu les difficultés que j'ai en ce moment à écrire proviennent peut-être du fait que je suis assez content de l'univers que j'ai écrit pour Monostatos et arriver à refaire quelque chose qui se tienne aussi bien, qui ait une t'as cohérence. Chié toutes tes tripes et t'as l'impression de plus avoir de tripes, quoi. Et justement, c'est une vraie question, tu vois. Ça, en fait, c'est un peu pour ça que je suis frustré par ce que tu disais tout à l'heure et que ça touche vraiment à vraiment de la psychanalyse profonde, tu vois. Tu te demandes... C'est une vraie angoisse de créateur, tu vois, tu te demandes finalement est-ce que j'avais que ça en moi, tu vois, et puis ma vie est finie en fait.
Et laisse-moi aller jusqu'au bout. Bien sûr. C'est le cas de quelqu'un comme Patrick Suskind qui a écrit Le Parfum. Le Parfum, ouais. Tu vois, il a écrit un livre qui est majeur, qui est immense, qui est incroyable. Enfin, je le dis d'autant plus que j'avais étudié, mais qui est d'une puissance. Ah, c'est le méga kiff, ouais. Et le reste de son œuvre est intéressant, mais est mineur, tu vois. Un peu comme Monostatos par rapport à La Sœur du Ciel ou Sphinx, tu vois. Mais en fait, c'est... Et tu vois, quand tu me crées de l'angoisse, tu me crées de l'angoisse, quand tu me parles de ça, parce que désolé. je voudrais pas être enfermé avec Monostatos dans la pièce, tu vois, à se regarder dans le blanc des yeux, lui et moi, et puis ils me disent c'était le seul truc à peu près correct que tu as fait, dont tu seras content, tu vois. Alors là, je t'arrête tout de suite. Et que finalement, je serais obligé de continuer à travailler avec ce truc parce que j'aurais rien d'autre dans les tripes, tu vois. Oui, mais là, je t'arrête tout de suite parce que tu sais très bien que mon jeu de la Hillvine Corp préféré, c'est pas Monostatos, c'est Sphinx. Donc, ça serait vraiment. Ne confonds pas mon enthousiasme pour ce podcast à présenter l'univers. Moi, j'essaye aussi de te présenter ce qui est bien dans ton jeu parce que je te connais, tu vas te déprécier. mais tu vois, je t'explique pourquoi ça m'angoisse un peu ce que tu me dis de revenir à ce. Ah oui, mais c'est intéressant hein, parce que moi j'ai exactement. Mais non, mais pour te j'ai dire, pas envie pas envie d'y revenir parce que y a que ça. Moi, j'ai exactement la même angoisse par rapport à Sens. Hein. L'autre jour, il y a Darky qui est venu aux Utopiales. Tu sais ce qu'il m'a dit, ce con? Il arrive et puis il me dit non, mais franchement, s'il fallait garder Sens ou Vademecum, tu garderais lequel? Tu sais, les arguments d'Arky, tu connais l'argument d'Arky du ou bien. Il me dit non, mais bon, alors. Tu préfères avoir. Je dis non, mais Vademecum quand même, il y a des trucs bien et tout ça. Puis je commence à argumenter pour Vademecum. Je voyais que lui, il était sceptique, il trouvait ça pourri. Enfin, pas pourri, mais il trouvait ça bon, moyen bof. Et, je dis, non. Et puis à un moment donné, il me dit non, mais Rome, sois sérieux. Entre Sens et Vademecum, qu'est-ce que tu garderais? Peut-être c'est à la sueur froide, tu te dis, mais ça veut dire quoi? Enfin, tu sais, il me réduit à mon premier jeu, c'est entendu. De toute façon, à part Sens, mec, t'es plus rien du tout, quoi. Et je lui dis, mais je t'emmerde. Je crois que c'est la réponse qu'il faut faire dans ces cas-là. C'est peut-être une crainte comment dire, de créateur trentenaire, tu vois. Oui, mais sur le coup... On a déjà fait un travail, mais... Oui, mais sur le coup, je lui ai quand même répondu, bah évidemment, je garderai Sens, tu vois. Mais la vraie réponse, c'est, mais je t'emmerde. C'est une fausse question parce que il y aurait, enfin, tu vois. À nouveau, tu vois, pour terminer sur ce que je te disais, je crois que vraiment, ce que je comprends dans ce podcast, c'est que le malaise, chaque fois que tu me passes que Rome aime, quand on parle au téléphone ou Rome aime bien me dire alors quand est-ce que tu reprends Monostatos ou des choses comme ça. Et le stress que j'ai, si tu veux, je comprends. est un stress par rapport à ça. C'est que j'ai pas envie de me remettre à Monostatos parce que c'est la seule chose dont je suis content que j'aurais fait dans mon existence de créateur de jeux de rôle, tu vois, et être enfermé, comme si j'étais être enfermé avec lui. Si je devais retourner à Monostatos, c'est parce que j'aurais la sensation d'avoir à nouveau quelque chose d'intéressant et de fort à y faire, à en tirer. Or, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le système de Monostatos est le meilleur auquel je pourrais arriver, même aujourd'hui. Tu vois. Très bien. Si je m'y recollais aujourd'hui, bon, il y a quelques trucs que je ferais mieux, hein, évidemment, mais dans les grandes lignes, ça n'améliorerait pas. Alors, dans ce cas-là, c'est exactement la même exigence que celle que j'avais au début, tu vois, de ne pas créer de bruit, de ne pas créer de brouhaha. Faire une deuxième édition de Monostatos qui améliorerait de 3 points de détail et puis ne changerait pas, ne changerait pas fondamentalement le jeu, serait une erreur. Ah non, moi quand je te dis Monostatos 2, c'est vraiment faire un autre jeu. D'accord. Mais juste se dire, bon, bah voilà, on garde l'univers. J'ai rien à apporter pour le moment là-dedans. Pour le moment. Très bien. Non, mais ça m'angoisserait de travailler un univers que... Alors moi, je te le demande pas. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de la cellule, à minima, de gens qui te suivent, qui se disent, il faut... C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Je peux pas dire plus que ce que j'ai dit jusque-là dans le c'est podcast. très bien. Je comprends parfaitement ton point. Et moi, ça serait pareil. C'est-à-dire que quand Darky vient me voir et me dit, me ramener à Sens, dire, attends, à un moment donné, je ne suis pas que Sens, j'ai aussi autre chose à dire. Voilà. Et dans Vademecum, j'explore une autre partie de ma personnalité, etc. Je ne me réduis pas. Et je comprends parfaitement que ça puisse stresser, etc. Je te comprends à 100%. Juste pour te dire quand même que si tu crains, parce que si derrière il y a quand même l'idée de se faire écraser par son passé, souviens-toi du Val, où en 3 mois, j'ai pondu un jeu qui... aujourd'hui, j'estime accompli avec les pages de règles qui sortiront dans l'avenir, qui ne sont pas encore écrits. Mais voilà, et tu m'as dit,
À ce moment-là, et je t'ai dit, non, mais c'est un miracle. Souviens-toi, on a eu ces discussions. Et tu m'as dit, mais non, c'est pas un hasard. C'est parce que derrière, t'as travaillé, t'as Oui, parce que médité. t'as 10 ans de Magic derrière Magic, toi. mais pas uniquement. Les game design aussi. Enfin, c'est clair et net. Les discussions qu'on a eues avec Fred, Christophe et toi, bien sûr, sur ces questions, ont fait que le Val a mûri aussi. Tu vois donc, je pense que je veux pas que tu te sous-estimes. Je pense que tu es capable de faire mieux que Monostatos. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de. Il y a une période, je sais pas, de quarantaine ou de carence. Oui. Entre. J'ai tendance à haïr mes jeux au moment où je les sors, ce qui est évidemment, comme on se l'imagine, assez difficile de faire la promo d'un jeu où tu dis ouais, bon, mon jeu il est pas terrible. J'ai la même chose avec ma thèse en ce moment. Hein. Okay. J'ai la même chose avec ma thèse en ce moment que je suis en train de finir. Et puis il y a un moment où tu sais, tu reviens sur le jeu et tu te dis oh, c'était pas si mal finalement, je me suis pas tant chié dessus que ça, tu vois, avec une plus grande comment dire, une plus grande compréhension, une plus grande compassion pour soi-même. Et peut-être qu'un jour je reviendrai sur La Serveur du Ciel, ça va, c'est un jeu avec lequel je suis assez apaisé depuis un moment. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur Sphinx en me disant ah, ça va, t'es quand même dur avec toi-même. Je sais que j'ai plutôt tendance à être plutôt dur avec moi-même, mais il y a une différence entre le savoir et voilà. Bien sûr. Et donc, peut-être qu'un jour, voilà, j'ai aussi plus d'admiration pour Monostatos parce que je sais pas vraiment comment je l'ai. Tu vois, je sais plus comment je l'ai écrit. J'ai oublié comment j'y suis arrivé. Ouais, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool d'avoir perdu les clés de ses propres travaux. J'adore ça, moi. J'adore ça. Pouvoir enquêter sur soi-même. Sur soi-même, retrouver les échafaudages. Quand on fait des podcasts sur ça, c'est souvent ce que je ressens. Hein. Quand les gens me sortent des phrases et tout, et je m'en souviens pas. Et je sais plus. Et c'est génial. Et tu te dire, oui, c'est vrai, j'avais mis ça pour ça et tout. Et c'est super trippant. Et enfin, voilà. Mais après, parfois, ça peut paraître très immature et très. Mais bon, ce qui compte, c'est de s'amuser, de s'éclater. Alors la troisième partie. Parenthèse. Ah, une petite parenthèse d'abord. Parce que je sens qu'on ne pourra pas le traiter dans la troisième partie, c'est l'histoire du féminisme et Monostatos. Ça me surprend beaucoup de vouloir aborder cette question. Alors, en fait. Oh là là, vous ne le voyez pas, mais il vient de mettre une casquette de marin sur sa tête, c'est énorme. Et ça t'apporte tout de suite une crédibilité là. N'importe quoi. Je joue avec les trucs autour de moi pour m'aider à réfléchir. Alors, je suis devenu ardemment féministe durant ma thèse. Parce que ma thèse porte sur un groupe féministe qui a fait mon éducation de ce point de vue-là. Ouais. Avant ça, j'étais pas effroyablement sexiste, mais enfin, il y a beaucoup de thèmes auxquels j'étais pas particulièrement... Tu faisais pas attention. Tu n'avais pas réfléchi sur tes propres déterminismes, donc tu ne t'étais pas encore libéré de certaines formes. Et c'est vrai que les Monostatos, d'une certaine manière, à partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte de ça, je me suis dit, ah merde, tous mes PJ sont des hommes, à une exception près. Il y en avait 8 ou 12, 10, il y en avait 10 à une époque. Ils ont été réduits à 5 parce qu'il y en avait... Enfin, j'ai enlevé 5... À nouveau, tu vois... Enfin bon, je reviendrai là-dessus après, mais ça, c'est cool à nouveau, mais il y a énormément de matériel que j'ai enlevé parce que je voulais vraiment que Monostatos ne fasse pas perdre de temps aux joueurs, soit très sec d'une certaine manière, très... Et donc il y a plein de matériel que j'ai enlevé parce que je me disais, mon lecteur a des choses plus intéressantes à faire que de lire ma prose médiocre. C'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à faire un bon univers, parce que j'ai vraiment fait l'effort de me dire, ça c'est pas un bon texte, je le mets pas. Voilà. C'est pas intéressant, je le... Vous imaginez le nombre de textes auxquels vous n'avez jamais accédé. C'est pour ça que Monostatos aussi fait 100 pages et pas 200, tu vois. Ouais. Bon. On va peut-être revenir aussi sur ce choix plus tard. Et donc, voilà, je réfléchissais beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même un truc très, très masculin, tu vois, une espèce de super-héros hyper... Et je connaissais pas du tout God of War, si tu veux. C'est vraiment une référence dont beaucoup de gens m'ont parlé après. Et c'est vrai que si tu regardes la couverture a été faite avant les illustrations. Mais la couverture, c'est quand même un mec avec des gros biceps, super balèze, une icône masculine, quoi. Ça part d'une idole. Tu vois.
s'empare d'une idole et qui s'enfuit plus ou moins d'une. Probablement à la briser. Ou... Voilà, c'est ça. Et justement, quand je suis revenu sur les illustrations intérieures avec l'illustrateur donc Tressa Den, j'ai beaucoup insisté sur le fait que je voulais pas que les femmes soient hyper sexualisées et c'était important qu'il y ait des femmes qui soient représentées. Donc par exemple, il y a, attends, je vais la retrouver. Il y a une illustration où on voit enfin, lui sentait que c'était plus ou moins une femme de dos, et j'insistais beaucoup pour que la femme soit pas hyper sexualisée. J'insistais aussi pour que parmi les méchants, on sous-entende qu'il y a aussi des hommes et des femmes. Enfin, voilà. Et tout ça pour dire que tu vois, sur la référence God of War me met un peu mal à l'aise parce que oui, il y a un peu la même masculinité qui me poussait beaucoup, mais ensuite c'est des trucs que j'ai repoussés, tu vois. Ah oui, alors sauf que moi la référence, alors excuse-moi, mais la référence à God of War que je vois, elle est pas du tout là. Elle est dans l'héroïsme et le côté épique. Ah. C'est-à-dire le côté dans God of War. Non, attends, dans God of War, c'est des dieux. C'est pas une histoire de masculin. Ce sont des dieux. C'est-à-dire même les femmes sont super. Elles sont super. Mais alors, je suis d'accord avec toi que c'est ultra sexiste. C'est dégueulasse. C'est... D'un point de vue, mais ce que je veux dire, il y a quand même des valeurs c'est masculines très très fortes à la fois dans God of War et dans Monostatos qui sont mises en avant, tu vois. Enfin des valeurs qu'on attribue traditionnellement le côté jouissif de la libération, du côté quick time event, j'entends bien. Côté je lui mets un coup de fouet et là, blam. Mais c'est pour ça que je te justement, disais on en revient aux influences de Monostatos sur Sens Cosmo. Je voulais en parler juste rapidement, Sens Cosmo KO. C'est que le côté, l'intensification dans Sens Néant et le côté God of War-esque de... Je me souviens c'est marrant que t'en parles parce que je me souviens que l'intensification, c'est une idée que tu as eue quand on jouait ensemble. Absolument. C'est fou, une idée qui vient de Monostatos. En jouant à Sens Néant, je t'avais fait jouer un de mes scénarios. Et oui. Ah, c'est fou ça. Et oui, et c'est pas un hasard. Et en fait, parce que ça m'avait tellement plu ce côté. Et là, tu fais ça et tac, tu dois décrire la façon. Alors, je ne me souviens plus comment ça se passe dans Monostatos. Il y a aussi un côté d'intensification dans Monostatos. Ouais. Oui. Et donc, c'est une inspiration directe de la Inline Corps, ça. Et c'est génial, et ça fonctionne super bien. Et c'est dans cet aspect-là. Et on peut imaginer tout à fait un univers parfaitement féministe faire, si j'ose dire, ou qui respecte parfaitement comment dire, une équité en fait entre les différents genres, etc. Pour autant avoir cet effet-là. La jouissance, c'est pas le propre de l'homme. Les femmes aussi, elles jouissent. Enfin, je veux dire, les femmes aussi, elles ont des orgasmes libérateurs. Donc, attends, enfin. C'est pas ce que je voulais dire. Moi, alors, je sais bien que c'est pas ce que tu voulais dire, évidemment. Moi, c'est uniquement de ça dont je parlais. C'est ce côté orgasmique du combat. En tout cas, je suis certain que dans Monostatos, comme dans God of War, en tout cas dans les premières versions de Monostatos, il y avait des valeurs traditionnellement attribuées aux hommes. Okay. C'est comme ça que je dis des valeurs masculines. Ouais, c'est pas du tout quelque chose dans la biologie, c'est quelque chose de social qu'on nous enseigne, qui était glorifié, qui sont dans les deux cas mises en avant. Quand je te dis God of War, tu penses à ça. Moi, quand je te dis God of War, je pense d'abord à corrélation entre le spectacle et la libération. God of War, c'est l'histoire d'un mec, je suis d'accord, un mec musclé, un mec à la con, mais un mec qui se libère, qui brise les chaînes de la destinée. Et c'est corrélé avec des scènes d'un épisme jamais égalé dans l'histoire du jeu vidéo. Et c'est ça, moi, c'est l'histoire de la libération par le spectacle. Il n'y a pas dans Ashura's Wrath, non, c'est pas ça, où il combat le doigt d'un... Il y a un autre jeu vidéo où il combat des méchants, il combat à un moment le doigt d'un dieu, puis le doigt fait la taille de la planète, et il bastonne le doigt, enfin je sais plus, il y a des trucs comme ça. Mais c'est ça. Et le côté surréaliste de God of War, côté hyper, tout est hyper... Ok, c'est hyper sexualisé, c'est hyper... Et c'est aussi hyper moche du coup de ce point de vue-là. Hétéro aussi. Mais ouais. Ceci dit, il y a des femmes fortes aussi dans God of War. Il y a l'image d'Athéna. C'est pas parce qu'il y a des femmes fortes que c'est pas sexiste. Je sais bien. Sinon, le Front National serait un parti. Je sais bien, mais les femmes dans God of War sont puissantes, sont puissantes aussi. Ça peut être Moving on. Exactement. Mais par contre, pour moi, God of War. Oui, et juste pour revenir sur une idée dont je parlais tout à l'heure. Et pas féministe.
justement, quand je disais, tu vois, je parlais tout à l'heure des promesses que je faisais aux joueurs. La promesse que ce ne soit pas une encyclopédie. En fait, pendant longtemps, j'ai été très frustré par ces jeux dans lesquels il y a une description hyper minutieuse de l'univers et on se fait chier et c'est chiant à lire et on nous apprend qu'il y a tel village et que tel village vit du charbonnage et on n'en a rien à foutre parce que tout ça on pourrait l'imaginer soi-même et tu nous fais perdre du temps, amène-moi vers ce qui m'intéresse vraiment et en plus tu me fais perdre de l'argent aussi parce que chaque mot que tu as écrit et qui ne m'intéresse pas ben, il a donné lieu à des pages qu'il a bien fallu payer à un moment ou à un autre quoi. Ouais, bien Donc sûr. Monostatos, il y avait aussi cette volonté, tu vois, comme ce que je disais, de ne pas perdre de temps, quoi, d'aller vraiment Qu'est-ce qui directement. sert? Décris-moi l'univers qui va me servir au C'est cours du ça. jeu. Et aussi de faire travailler l'imagination des gens, c'est-à-dire de dire, je vous donne une approche de cette région et Hmm. je vous donne des outils dans la préparation de partie qui vous permettent d'explorer ça. D'accord. Voilà. Ouais. Très bien. Donc à nouveau, ouais, Monostatos, c'est un jeu incandescent, quoi. Tu vois, qui va vraiment à la, à la, à la pointe de ce qui est important et peut-être jusqu'à la faute. C'est génial. On aborde la partie sur l'héritage ou ce que j'ai. Évidemment. Ouais. Alors, Ce serait ta troisième partie, dernière partie où tu as encore une partie. non, à ajouter. j'ai plus d'autres parties sous C'est très bien. L'héritage. Enfin, ce que j'en. Alors, L'héritage je de pense que le Monostatos. premier truc que j'ai appris de Monostatos, et vraiment la réussite de Monostatos n'a rien à voir avec le jeu lui-même, c'est le modèle économique. Ça, j'ai trouvé immédiatement un modèle économique qui me convient à 100%, qui est exactement en accord avec le projet. C'est-à-dire que Lulu me permet d'envoyer un jeu où il y a exactement ce qu'il y a besoin dedans. Ouais. J'ai pas besoin d'un truc qui claque, j'ai juste besoin que les informations arrivent à mes clients, hein, parce qu'on va dire les choses comme ça, à mes joueurs, à mes meneurs de jeu, mes lecteurs. Donc, avoir une mise en page sobre, avoir une qualité moyenne, hein, me permet aussi d'avoir des prix plus bas et donc à nouveau de ne pas faire perdre d'argent inutilement. Donc c'est une forme de respect. Personnellement, passer par Lulu, je trouve que c'est une forme de respect. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois vis-à-vis des gens qui me font confiance, suffisamment confiance pour acheter mes jeux. En plus, Lulu est formidable parce qu'il n'y a aucun risque à prendre. Ce qui, dans un marché comme le jeu de rôle, qui est très fluctuant, dans lequel on vend peu, est formidable. J'ai déménagé 3 ou 4 fois depuis que j'ai publié Monostatos, et si j'avais dû me trimballer des caisses avec moi, ça aurait été l'enfer. Ne m'en parle pas. Toi, tu peux te le permettre parce que tu habites toujours au même endroit, mais... Non, mais je peux témoigner par contre que j'ai des caisses et des caisses de bouquins. Ah ouais, voilà, T'as pas c'est vu ça. derrière le rideau là, mais il y a des caisses de sens. J'ai vu dans l'atelier aussi que tu avais des caisses de Duval qui traînaient. Mais non, c'est dans l'atelier, c'est des caisses vides. D'accord, ok. Le- Enfin, bon, donc, et puis... Plus les caisses sont vides, plus les caisses sont pleines. Retiens ça. D'accord. Ok. L'aphorisme zen Tu de l'auteur comprendras. indépendant. Tu vas comprendre. Toujours est-il que, voilà, ça m'a permis de bien me débrouiller. Le prix était bien fixé, puisque j'ai quand même gagné 800 euros pour moi, en ayant rémunéré mon illustrateur 2 euros par bouquin, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, comme j'ai vendu à peu près 200 bouquins, il a dû gagner à peu près 400 euros. Mhm. Donc évidemment, ça aurait été mieux de le payer dès le début 400 euros, mais il a fini par être rémunéré correctement pour les 10 illustrations et la couverture qu'il avait faites. Bon, à 800 euros, il faut quand même retirer les billets de train pour aller vendre le jeu en convention. D'accord. Qui sont des vrais frais hein, pour l'auteur indépendant ou même pour l'auteur de jeux de rôle, parce que bon, tous les auteurs qui vont faire la promo de leur jeu en convention sont comme ça. Donc voilà, économiquement, c'est vraiment c'est une réussite à tout point de vue. J'ai trouvé un modèle qui me convient, peut-être un peu cheap d'une certaine manière, mais c'est ce que je veux. Donc c'est maîtrisé, nickel. Et de ce point de vue-là, je suis économiquement incoulable.
La seule chose qui peut m'arrêter, c'est à nouveau la fatigue, hein, comme ce que je disais tout à l'heure. Parce que ça demande quand même. Et puis sur Lulu, à partir du moment où Lulu existe, si je crois, hein, à moins que je me trompe, tu m'arrêtes Fabien si je me trompe, mais il me semble que l'œuvre sera disponible ad vitam aeternam. C'est ça. Alors ça, c'est un truc qui est génial aussi, parce que je continue à l'heure actuelle de vendre des monostatos ou des sphinx ou des genre 2-3 par mois, tu vois. Et ça me fait plaisir parce que je me dis que la plupart beaucoup de jeux, en tout cas des jeux de cette envergure-là, sont épuisés au bout de 2 ans et ne sont plus disponibles. Ou chez Big Bazar, à des prix cassés. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a pas mal de jeux, tu vois, d'une certaine époque. Par exemple, les jeux de la boîte à eux, il y a plein de jeux qui sont excellents parmi ces jeux-là. Moi, je regrette tellement de ne pas en avoir acheté davantage. Et voilà, et tu vois, non, ils sont introuvables en fait. C'est ça, ils sont difficilement trouvables. Mais c'est vrai pour plein d'autres jeux, quoi, où ça devient difficile de les trouver. Donc, tu aurais envie parfois de faire un peu l'archéologue et de revenir en arrière. Après, je demande à Ludovic Papaïs en fait. Je crois qu'ils ont ils ont tout vidé en fait. Il en reste toujours quelque part. Enfin, voilà. Toujours est-il que ça aussi, ce qu'on appelle la longue traîne en marketing, est vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que voilà, je continue à en vendre et mon jeu continue à être disponible. Donc tout ça, c'est très cool. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Hein. C'est vrai que c'est bien. Moi, par exemple, je peux pas garantir aussi bien que toi que tout mon travail soit disponible. Je me demande si à un moment donné, je devrais pas, peut-être, quand j'aurai plus les moyens, mettre certains de mes produits sur Lulu, en fait. Quand j'en ai plus de stock. C'est pas garanti, parce que pourquoi? Pour des raisons uniquement économiques, qui sont que parfois, je suis dans des creux, les caisses sont vides. C'est ça ma blague. Les caisses sont vides et donc du coup j'ai du mal à remplir les caisses de bouquins. Ouais. C'est qu'en fait c'est pas toujours évident de gérer son stock et la façon dont tu fais des réservations. Parce que par exemple le Val, si on prend le Testament de Sinlos, il ne s'en vend presque plus. Là il m'en reste, tu vois, je compte sur l'étagère, il m'en reste une dizaine, on va dire une douzaine. Lorsque ceux-ci seront partis, je vais devoir en réimprimer 100. D'accord. Ah oui. Mais sachant que la douzaine-là, je vais peut-être mettre 1 an à les faire partir. Tu vois. Oui, d'accord. Donc les 100 qui resteront, tu vas les écouler en un siècle. C'est ça. Donc, et il y a la question, surtout pour un jeu comme Le Val, dans lequel tu vois la prétention éditoriale n'est pas énorme, il n'y a pas de couverture couleur, des trucs comme ça. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de le mettre finalement à la fin sur Lulu. Et puis, tu vois, c'est des jeux comme ça. Mais ce serait dommage. Enfin, moi tant que je peux, je continuerai. Mais est-ce que je pourrais tout le temps? Alors tu vois, après il y a la problématique des PDF aussi. Est-ce que ça vaudrait pas mieux que les jeux soient en PDF gratuit ou pour moi le PDF c'est non. Pour moi le PDF c'est pas viable, c'est pas non. Moi je crois pas au PDF du tout. D'accord. Non. Mais bon après c'est un avis personnel lié aussi au fait du confort de lecture de mes livres. Mes livres sont particuliers en fait en termes de lecture Alors pour revenir à Monostatos, on en était aux enseignements. Ouais, aux enseignements. Le deuxième enseignement, c'est un enseignement. Enfin, j'ai appris à créer un jeu, quoi. À publier un jeu aussi. Je tiens à faire remarquer que toutes ces idées-là sur l'indépendance, l'autopublication sont présentes sur Silent Drift et il y a un lien depuis les ateliers imaginaires vers tous ces articles-là, où j'avais en détail décrit combien ça m'avait coûté, quelles sont les compétences. Donc, on a fait l'effort. Tu vois, être indépendant, pour moi, c'est pas d'une certaine manière, c'est pas seulement s'auto-publier, c'est aussi pousser les autres aider les autres à être indépendants s'ils le veulent. À leur tour, ouais. À leur tour. Ne pas cacher ses chiffres. Ne pas cacher ses chiffres. Tu vois, à nouveau, vraiment, ça me fait hurler quand on me reproche parfois d'être élitiste parce que justement, la transparence, la transparence, pousser les autres à devenir indépendants, c'est l'exact contraire de ça, quoi. C'est vraiment au contraire dire aux autres, vous en êtes capables, je crois en vous, je vous donne toutes mes informations, allez-y, je cache rien. Donc. Ouais, c'est clair. Et donc, j'ai appris à écrire un jeu et ça m'a aidé à aider d'autres personnes à le faire ensuite, tu vois. Sur toutes les réflexions, toutes les milliards de réflexions qu'on a eues dans les garages sur des choses comme les conseils
n'ayez pas peur de faire quelque chose où vous avez l'impression que ça existe déjà, parce qu'en réalité, ça n'existe pas déjà, c'est juste une illusion. Toutes les choses autour de accrochez-vous, entourez. Enfin, un des conseils que je donne souvent aussi quand on me pose la question, c'est entourez-vous de personnes qui comprennent votre projet et avec lesquelles vous allez pouvoir tester votre jeu. Bien sûr. Tester votre jeu, lisez plein d'autres jeux et testez plein d'autres jeux. Ça, on l'a dit tant et plus. C'est clair. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je dis ça aussi parce que Monostatos, le système qui m'a plu, je n'y suis arrivé qu'en adaptant en adaptant de loin en loin celui de Slay With Me. Et de la même manière, La Saveur du Ciel, c'est une adaptation alors assez transparente cette fois-ci de Breaking the Ice. Et Sphinx, c'est une adaptation là aussi de loin en loin de Innommable de Christophe Buckley, qui n'est pas publié mais qui est disponible gratuitement et qui est un jeu extraordinaire. Christophe, si tu m'entends, vas-y, je crois en toi, tu peux toujours publier Innommable. C'est un jeu infiniment meilleur que ce que tu ne crois. Tu peux le faire, c'est un jeu formidable d'horreur Lovecraftienne. Vas-y, fais-le Just do it. Just do it. Do it. Faut qu'on lui fasse un truc comme Valérie, tu sais, sur sa conférence. On va demander à Valérie de travailler là-dessus. Allez. Et donc, ouais, voilà, tu vois, apprendre et qui m'aide pour la suite, quoi, à se dire qu'est-ce que ça représente comme travail, qu'est-ce que ça représente comme. C'est vrai qu'au niveau de transparence et tout, j'ai du mal à trouver d'autres chiffres. Hein. Fred a énormément travaillé à ça, mais on n'est pas les seuls. Gaël Sacré également, sur Happy est très clair. Attends, je me trompe complètement. Morgane aussi. Ouais. Morgane a beaucoup. Vivien aussi, il est marrant. Ça c'est un peu une idée qu'on a beaucoup. En fait, je crois qu'on l'est plus ou moins tous. Hein. Ouais, mais Thomas aussi, tu vois, il a fait. Ouais, carrément. Hein, donc ça, c'est vraiment un truc. Finalement, au moins, on peut le moins transparent. Toi, tu as parlé beaucoup de la question de la gratuité, souviens-toi. Quand tu es passé de la deuxième à la troisième version de... Moi, tu sais ce qui m'empêche d'être transparent, c'est le fait que j'ai pas le temps. Et beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire au niveau de la poste et tout ça. Et puis, beaucoup de choses sur lesquelles... Enfin, tu vois, c'est un truc dans l'indépendance qu'en tout cas, on essaie de cultiver. Oui, quoi. Ça, c'est clair. De transmettre nos chiffres. Je dis ça, mais j'en parle tout le temps. Je suis tout le temps en train de parler. Enfin, je le suis pas par forum parce que ça me prend énormément de temps Bon, bref, Monostatos, putain. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Et le troisième, enfin, c'est pas vraiment un enseignement, mais l'héritage, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je pense que mon prochain... En fait, j'ai envie, d'une certaine manière, de revenir à un projet ayant la même ambition que Monostatos. Mais en ayant gagné tout l'apprentissage que j'ai eu avant ça. Et moi, je trouve que Sphinx manque pas d'ambition. Hein. Enfin... Oui, mais d'ambition en termes de, je sais pas comment dire, d'univers et de thématiques brassées. En fait, Sphinx, moi, je trouve ça tellement... Le vrai truc, je vais te dire, c'est que j'ai rejoué à Sens, et j'en ai fait même une campagne, Sens Renaissance, Sens Mort, et rapidement Sens Néant, avec les gens de Charybde, donc Eugénie, Julien Delorme, Maxime, notre Maxime. À qui je fais un coucou d'ailleurs, si vous m'entendez, je vous fais des bisous. De toute façon, on fait un coucou à Charybde, d'une manière générale. Et en fait, en jouant cette... Parce que je disais, c'est un bon jeu, il a ses limites, mais... Et en jouant, je me disais, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs cool, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, c'est vrai que dans le jeu de rôle tradi, avec Sens, Romaric, il avait réussi à tirer quelque chose de vraiment intéressant et qui parvenait... dans une certaine mesure quand même, à dépasser certains problèmes justement qu'on reprochait au jeu de rôle tradi. Et j'ai envie un peu de réexplorer un jeu avec plein de thématiques, avec un grand univers, avec, tu vois, une espèce avec plein de choses plein de choses à faire, tu vois. Qui était un peu l'ambition de Monostatos au début. Et en même temps, le langage de Babel... c'est l'envie... Tu vois, Monostatos, c'est un monde qui est... À une époque, c'était un monde dans lequel j'avais envie de vivre, parce que c'était un monde en noir et blanc, et j'avais l'impression qu'il y avait juste à se battre, et je me disais, enfin, un monde sans compromis, dans lequel j'aurais pas honte de
enfin, j'aurais pas honte parce que j'aurais pas le choix en fait. Je serais obligé de faire les choses à fond ou pas du tout, quoi. D'accord. Et j'ai envie, là, en ce moment, de faire un nouveau jeu qui reflète un peu l'endroit où je suis arrivé, tu vois. Un endroit où je suis beaucoup plus féministe, où je fais des efforts aussi contre le racisme, où je suis je suis dans un lieu, comment dire, un peu plus tolérant, un peu plus avec plus de compassion, d'une certaine façon. Compassion, moins, pas tellement avec le reste du monde, mais plus avec moi-même, tu vois. En essayant de devenir végétarien. J'ai commencé enfin, je suis engagé dans une communauté bouddhiste zen aussi. Donc tu vois, beaucoup de choses comme ça qui sont aussi importantes. Monostatos, c'est une volonté de changer le monde. Avec ce nouveau travail, c'est un peu une volonté de se changer soi, tu vois, d'atteindre de la sagesse plus que. Monostatos, c'est de la justice. Le langage de Babel, c'est de la sagesse, tu vois. D'accord. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose. Et le langage de Babel, je sens que ça va s'orienter vers une. Autant le Monostatos, c'est un endroit qui est très dur, autant le monde, ce sera beaucoup plus une utopie, d'une certaine façon. Pas, pas béate, pas naïve, hein, parce que. Voilà. Enfin, on a tous ses limites, il y a tous des conflits, il y a toujours des conflits, il y a toujours. Mais en même temps, d'un monde dans lequel on travaille à ce qu'il aille mieux, mais parce qu'il va déjà qu'il va déjà dans la bonne direction, tu vois. Alors que Monostatos, c'est juste de freiner le monde pour l'empêcher de s'écraser dans le mur, quoi, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux, mon prochain projet, c'est marrant. En fait, d'une certaine manière, c'est presque à nouveau psychanalytique de faire ce podcast maintenant, parce que c'est au moment où je suis en train d'entamer un autre projet qui, lui, est le symétrique, le renversé, je sais pas, le jumeau, l'alter ego, si tu veux, de Monostatos. C'est génial. Et qui en même temps partage cette même volonté d'un monde meilleur que j'ai toujours eu, ce même intérêt pour la poésie, une certaine forme de rapport à la religion que j'ai toujours, à la transcendance. Ce sont tes grandes thématiques. Tu vois, c'est comme si tu avais tout le temps les mêmes questions dans ta vie, mais tu y réponds différemment à différentes étapes. Bien sûr. Et après avoir été longtemps très très fortement athée, c'est pas impossible que je devienne assez profondément bouddhiste zen, tu vois. Ouais. C'est pas sûr parce que c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, non, c'est clair. Pas gagné. Mais je travaille dans ce sens-là, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, moi je sais pas, mais donc si tu veux faire si j'arrive à faire une œuvre de jeu de rôle dans ma vie qui aura reflété un peu ces différents passages et que surtout il y a des gens qui, en lisant ça, pourront refléter sur leur propre expérience, tu vois. Puisque je me souviens que ça, c'est un truc que j'avais déjà dès le début de Monostatos. J'avais envie de faire des jeux dans lesquels qui rendraient les gens plus libres d'une certaine manière, sans arriver à définir ce que c'était que libre, hein, mais juste arriver à les rendre plus eux-mêmes peut-être, ou à les éveiller à les aider à trouver des réponses par eux-mêmes, tu vois, à leurs propres problèmes. Et donc pour ça, de parler de mes propres problèmes et d'apporter de dire voilà quelles sont mes réponses. Donc en gros, je traduis le scoop pour les auditeurs qui auraient besoin d'une traduction. Fabien Invine travaille sur un projet très ambitieux, un jeu de rôle vraisemblablement classique avec un univers ultra bourrin, mais avec des problématiques aussi intéressantes. Ce ne sera pas un univers bourrin, je pense. Donc pas. Non, mais quand je dis bourrin, ça veut dire ample. Okay, ample. Excuse-moi. Oui, c'est pas un univers à la God of War. Hein. Ouais. C'est un univers, c'est-à-dire un univers vaste, quoi. Enfin, en gros, tu es en train de travailler à un grand projet là. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, une grande tour de Babel. Prions pour qu'elle ne s'effondre pas avant sa publication. Ça fait plusieurs années ça fait bien depuis 2013 en fait ça va être que je réfléchis à ça. Ouais. Et en fait là, comme je suis en train de finir ma thèse, d'un seul coup j'ai à nouveau du cerveau disponible pour faire des trucs. J'ai tellement envie de faire les premiers playtests, de parler de ce jeu. Ouais, mais pour le moment c'est très embryonnaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais moi qui connais la problématique du jeu, le propos du jeu, c'est ultra bien. Enfin, ça part très bien. On verra ça. Il faut vraiment hâte. Voilà. Et tu vois,
Tu vois, c'est ça que j'entends par revenir à Monostatos. Oui, Tu reviens à un travail qui a finalement l'ambition. Tu vois, t'as vu le résumé que je viens de faire? Mais c'est complètement différent de revenir à l'univers. Je veux pas que tu reviennes dans le passé, Fabien. C'est ça. Je veux que tu jettes l'échelle et que si je restais à Monostatos, j'aurais l'impression d'être enchaîné à mon passé. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre des gens comme toi. En même temps, tu reconnais que ce sont les mêmes problématiques dont tu traites. Oui, tout à fait. Parce que je reste enchaîné à moi-même. À ton présent. Ouais. Tu vois, je ne peux pas me changer moi-même. Mais ça va être cool. Voilà. Mais... Merci Fabien pour de t'être prêté à ce petit exercice. Merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Ce divan. On va peut-être appeler ça l'émission divan. Ouais, voilà, c'est le divan. On fera passer tout le monde sur le divan. Et c'est intéressant aussi de se concentrer sur un jeu. Ouais. Une œuvre à un moment donné, à un instant T de son histoire. Qu'est-ce que tu en as récupéré ça peut être vraiment. Après vraiment plus de 3 ans de vie de ce jeu. Moi, il y a un divan que je ne voudrais absolument pas faire, c'est celui sur Sens Renaissance. Ce sera un divan dans 10 ans. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Fabien, merci aux auditeurs qui nous écoutent jusqu'au bout. Vous avez eu, il y avait un beau scoop au terme de ce podcast, donc faut rester jusqu'au bout. Comme ça dans les podcasts d'AC, il se passe toujours des choses, même jusqu'à la fin. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien.